YouTube, vous revoilà, nous sommes sur le point d'ouvrir la séance pour la seconde partie de Niche parlementaire sénatoriale des socialistes. Nous allons reprendre l'examen du texte sur la lutte contre les déserts médicaux. On avait terminé les premières prises de parole de la discussion générale et donc là maintenant on va écouter les différents groupes politiques se succéder pour expliquer leur positionnement par rapport au texte. Je ne sais absolument pas combien de temps la VOD va durer parce que vous le voyez là, le timer nous indique que normalement dans 1h28 c'est terminé. Vous voyez surtout qu'en dessous, c'est un texte qui a 6 articles et 48 amendements. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va nous emporter, parce qu'il n'y a plus rien à l'ordre du jour après, donc pas possibilité de prolonger le fun passer 16 heures. Donc je m'attends au pire. Voilà, n'hésitez pas à me donner de la force en likant, en commentant et en vous abonnant. Cela sera très, très approprié. Et bah alors... Ah voilà, j'allais dire on n'a pas le direct. Si, c'est bon. Nickel, pile poil. On va pouvoir y aller. Oh, profitez de cette belle vue du Sénat. Tiens, je vous la mets pour vos yeux et Bobby. Regardez, est-ce que c'est quand même pas prestigieux? Je veux dire, hein. Ah là là. Quand je pense que si j'avais pas monté mon entreprise, j'aurais une chance, oui bien sûr, hein, j'aurais une chance de pouvoir poser mes fesses sur ce fauteuil qu'il y a au centre de l'écran, quoi. Ah là là là. Ah. Et voilà donc les huissiers qui apportent avec eux le président de séance, au cas où ils se perdent. Hein. Voilà. C'est bon, le président de séance ne s'est pas perdu. C'est le même que ce matin, j'ai encore oublié son nom. J'arrive pas à voir, c'est trop pixels. Notamment, voilà, une statue de Colbert que l'on peut voir. Ah non, c'est pas le même. C'est un autre président. La séance est reprise. La parole est à notre collègue Dominique Théophile pour une mise au point au sujet d'un vote. Ah oui, d'accord, parce que j'allais dire on commence direct là. C'est à vous, Président. Monsieur le Président, suite au scrutin public numéro 302 sur l'article 3 de la proposition de loi visant à remobiliser le bâti rural, le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne est indiqué comme ayant voté contre. Il souhaitait voter pour. Ah, donc on a bien une unanimité. 304 sur l'ensemble de la proposition de loi, je souhaitais, avec ma collègue Solange Nadille, m'abstenir. Acte est donné de votre point, Monsieur le Président. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné. Alors, nous reprenons la discussion de la proposition de loi adoptée par je crois que c'est Marc Alain, le président de séance. Je crois, j'en suis pas sûr. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'un espace réservé au groupe socialiste, écologiste et républicain d'une durée de 4 heures, pour lequel il nous reste 1h40. Dans la discussion générale, nous sommes donc parvenus... D'accord, donc on a bien le chrono qui est prévu. Daniel Chassain. Et je vous rappelle qu'il reste encore, sur les 1h40, 39 minutes de DG. De discussion générale. Et 40 amendements. Sans compter les prises de parole. La parole est donc à notre collègue Daniel Chassain du groupe des Indépendants, République et Territoires. Voilà, donc 5 minutes. Le chrono, vous le tenez, nom de Dieu. Ok, donc on va bien, on ne dépassera pas 16 heures. Ok. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais remercier Madame le rapporteur et aussi les auteurs de la proposition de loi. 75% des Français vivent dans des territoires où l'accès aux soins médicaux est insuffisant. Cette proposition de loi vise à répondre à ces difficultés en rééquilibrant l'offre de soins dans des territoires sous-dotés. La densité des médecins généralistes a diminué de 18%, des spécialistes de 9% et plus de 6 millions d'assurés n'ont pas de médecin traitant. L'offre de soins demeure... Vous voulez une blague? Tiens, maintenant que j'y pense. Je crois que Gérard Larcher... Non, j'allais dire, je crois que Gérard Larcher était déjà président du Sénat quand je suis né. Les médecins généralistes peuvent avoir accès à 6 consultations par an contre 1,4 pour les 10% vivant dans les zones moins bien dotées. Les effets de la suppression du numerus clausus et l'arrivée des docteurs juniors ne pourront se faire sentir qu'à un peu plus long terme. Actuellement, les élus, les parlementaires et surtout les maires sont au cœur des problèmes d'insuffisance d'accès aux soins et souhaitent une régulation dans l'installation des médecins. Tel est le sens de cette proposition de loi du député Guillaume Garot avec l'article 1er. Des dispositifs de régularisation existent déjà pour les infirmiers et les masseurs, mais c'est vrai qu'il y a René un écart dans la densité de 1 à 3 entre les il est arrivé un peu après. Et les moins bien dotés. Selon moi, il a été élu pour la première fois au plateau en 2008, Gérard Larcher. Contrainte pour l'installation en zone surdotée sans interdire totalement, car nous sommes en pénurie médicale. Je suis favorable à la position de la Commission qui consiste à ne pas interdire les installations en zone surdotée, mais à condition
que les praticiens s'engagent à passer un temps partiel en zone sous-dotée, en référence à la loi. Mais ça va être une usine à gaz, comment tu contrôles Ce ça? temps doit pour moi Monsieur être Chassaigne. significatif pour être efficace. 2 jours par semaine pourraient être proposés, et c'est le sens de l'un de mes amendements. Un jour hebdomadaire ne suffirait pas à mon sens. Pour les médecins spécialistes, l'installation en zone surdotée serait possible pour la cessation d'activité d'un confrère de la même spécialité. La simplification des conditions d'ouverture d'un cabinet secondaire va dans le bon sens. Selon moi, le ministère doit s'engager à ce que le temps partiel en zone sous-dotée soit un temps minimum efficace. Sinon, il faudra être plus contraignant. À titre personnel, j'aurais souhaité la création d'un indicateur territorial de l'offre de soins. Cet outil élaboré par l'ARS et les acteurs au niveau départemental permettrait aux élus et aux professionnels de santé de se retrouver afin de constater l'évolution des besoins. Je pense qu'il faut une remontée du terrain de façon à anticiper, à s'adapter avec l'association des maires et le conseil départemental. L'article 2 prévoyait la suppression de la majoration du ticket modérateur applicable à un assuré n'ayant pas respecté le parcours de soins coordonné, car pour les assurés n'ayant pas de médecin traitant, cette majoration apparaît être une double peine. La proposition de la Commission des affaires sociales limite cette mesure pour une Allez, c'est l'heure de parier tous vos points de chaîne. Le nombre de médecins devrait augmenter de 1000 par an et ça devrait pouvoir suffire. L'article 3 met en œuvre une meilleure répartition des formations de santé, prévoyant une formation en santé dans chaque département correspondant au moins à la première année du diplôme. Vous avez 10 minutes pour faire péter tous les points de chaîne. Des études médicales et de pharmacie au plus tard en 2030. Cette mesure constitue un plus car les études hors département ont un coût financier important. L'article 4 me semble pour moi fondamental. Il vise à établir une participation à la permanence des soins ambulatoires pour les praticiens exerçant à titre libéral ou salarié. En 2024, seuls 47% des médecins libéraux participent au dispositif régulier de PDSA. J'ai déposé un amendement pour que les communautés professionnelles territoriales de santé soient mises en place dans des bassins de vie, ce qui n'est pas toujours le cas, et qu'elles s'impliquent dans le PDSA, ce qui est l'un de leurs rôles. Les médecins doivent s'engager, notamment dans le cadre des maisons de santé pluriprofessionnelles ou France Santé, afin de prendre en charge les soins non programmés à tour de rôle. Les médecins salariés doivent également y participer. La permanence des soins est importante pour garantir aux patients de trouver un médecin au sein d'un bassin de vie et diminuer ainsi l'accès aux urgences des hôpitaux. Cela doit constituer réellement l'affaire de tous. Je soutiens donc cette proposition de loi amendée à condition que le temps proposé en zone sous-dotée soit suffisamment important pour être efficace. 2 jours par semaine me semble pertinent et que les CPTS et MSP s'engagent dans la permanence des soins. Le groupe Les Indépendants sera attentif à l'évolution de ce texte. Je vous remercie. Chers collègues, la parole est à notre collègue Laurent Somon du groupe Les Républicains pour 6 minutes. Encore Somon. Les Républicains pour 6 minutes. Hop. Donc il nous restera 7 orateurs. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, ce matin nous débattons de l'une des préoccupations les plus profondes de nos concitoyens, les difficultés de l'accès aux soins. Il me paraît important dans un premier temps de rappeler comment nous en sommes arrivés à cette situation. D'une part, elle découle de choix comptables opérés il y a plusieurs décennies. Rationner l'accès aux soins et former de moins en moins de médecins nous a servi de fil conducteur pour réduire nos dépenses. Résultat, avec un niveau de dépenses de santé supérieur d'environ un tiers à celui de la moyenne de l'OCDE, la proposition a été adoptée en commission. Et des difficultés d'accès aux soins. Alain Cotta en parlait déjà dans les années 2000. Rappelons que c'est entre 1980 et 1982 que le numerus clausus a été le plus considérablement réduit. D'autre part, les choix idéologiques ont conduit les pouvoirs publics à tout miser sur une organisation de notre système de santé très hospitalo-centré. La médecine libérale a subi ces deux influences qui, en définitive, l'ont extrêmement fragilisée. Ce sont non seulement les Français, mais aussi les élus locaux qui supportent les conséquences
d'une telle situation. Bah oui, Selon je les me données doute. rappelées Ouais. par notre collègue rapporteur Corinne Imbert, dont je tiens à saluer l'engagement sur ce sujet, plus de 75% des Français vivent dans un territoire où l'accès aux soins est insuffisant et 6,4 millions d'assurés sont aujourd'hui sans médecin traitant. Or, derrière les chiffres, il y a des situations concrètes, des rendez-vous impossibles à obtenir, des patients sans médecin traitant, des renoncements aux soins et parfois même des pertes de chance. Face à cette situation, certains, comme les signataires de cette proposition de loi, proposent de remettre en cause la liberté d'installation des médecins. Nous ne partageons pas cette vision. Contraindre les jeunes médecins à s'installer là où l'État le décide ne réglera pas durablement le problème. Bah bien Au sûr que si, contraire, regardez les Cela pharmacies. risque de décourager des vocations, d'aggraver les difficultés d'exercice et de créer une médecine administrée. Je comprends pas pourquoi les éloignée pharmacies, des réalités du on les terrain. force à s'installer, qu'elles sont soumises à L'expérience une des logique autres d'installation. professions Là où santé, pour les médecins, infirmiers, non, kinés, bah, est éclairante à ce allez sujet. tous sur La la côte, régulation des allez. installations a Vous parfois prenez un permis trait de côte, de vous n'avez ralentir la jamais autant de concentration médecins dans que sur un les trait de zones côte. déjà très attractives, mais elle n'a jamais suffi La façade à atlantique, la provoquer façade un rééquilibrage méditerranéenne. massif vers les territoires Alors là, la en quantité de difficulté. médecins, Elle pouf, déplace les flux libéraux, hein, bien sans sûr. résoudre la pénurie. La réalité est simple, nous ne sommes pas confrontés à une pénurie localisée, mais à une pénurie médicale généralisée. Lorsque le nombre global de médecins est insuffisant, déplacer les professionnels d'un territoire à un autre ne crée pas de nouveaux médecins. Et le but, c'est pas de les C'est déplacer. pourquoi nous soutenons Le but, une c'est de voie forcer plus l'installation de nouveaux Le texte de la médecins. Commission propose d'encourager la solidarité territoriale en conditionnant les installations dans les zones surdenses à un engagement d'exercice à temps partiel dans les territoires sous-dotés. Cette solution permet d'améliorer Ah. la répartition de l'offre de soins. Merci tout en pour le préservant all-in. Les principes qui fondent l'exercice médical. Toutefois, nous soutenons plusieurs mesures issues du texte adoptées par les députés. Oh, je vois que les enchères Ainsi, montent. pour une durée limitée de 5 ans, Allez-y, il vous la reste 5 suppression minutes. de la pénalité financière appliquée aux patients qui ne parviennent pas à trouver un médecin traitant. Cette mesure répond à une situation devenue injuste pour des millions de Français. Nous soutenons également le développement des formations médicales dans tous les territoires. Aujourd'hui encore, 25 départements ne disposent d'aucune antenne universitaire permettant l'accès aux études de santé. Former davantage de futurs professionnels au plus près des territoires constitue une réponse de fond aux inégalités d'accès aux soins. Enfin, nous sommes favorables au renforcement de la permanence des soins ambulatoires afin de garantir une meilleure prise en charge des patients, notamment dans les territoires ruraux et pour les populations les plus fragiles. Vous l'aurez compris, nous voterons en faveur du texte issu des travaux de la Commission des affaires sociales. Pour conclure, je souhaite rappeler un élément essentiel. Le Sénat n'a pas attendu aujourd'hui pour agir. Le 13 mai 2025, notre Assemblée adoptait une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires portée par mes brillants collègues, Philippe Mouiller, Corinne Imbert et Bruno Rojouan. Ce texte comportait ils sont tous 25 républicains. articles construits avec pragmatisme et équilibre. Il associait Comme par développement hasard. de l'offre médicale, attractivité des territoires, soutien aux professionnels de santé Ah, et meilleure organisation Les républicains, c'est territoriale des sectaire de première. Ce texte répondait déjà à une grande partie des difficultés que nous évoquons aujourd'hui. Pourtant, plus d'un an après son adoption, le gouvernement ne l'a jamais inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Nous pouvons débattre des solutions, nous pouvons avoir des désaccords sur les moyens, mais nous ne pouvons pas accepter que des propositions concrètes votées par le Sénat pour répondre à l'urgence sanitaire demeurent sans suite. Alors que les Français attendent des actes, alors que les élus locaux sont confrontés quotidiennement aux difficultés d'accès aux soins, alors que les professionnels de santé eux-mêmes réclament davantage de cohérence, il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités. C'est pourquoi nous soutenons l'appel formulé par notre collègue Corinne Imbert. Le gouvernement doit inscrire sans délai à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la proposition de loi adoptée par le Sénat en mai 2025. Une fois le diagnostic établi en matière de santé, l'urgence n'attend pas de qui viendra l'ordonnance, mais que l'ordonnance prête soit appliquée au plus vite. Merci, cher collègue. Bon. La parole est Ouais, il à a notre pas l'air collègue, très chaud. le président Dominique Théophile du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour 4 minutes. Donc les macronistes. Monsieur le Président, Madame la Ah. ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Non. Ah, les déserts médicaux ne sont plus une difficulté marginale, ils sont devenus l'une des principales fractures territoriales de notre pays. Aujourd'hui, 75% des Français vivent dans un territoire caractérisé par un accès aux soins insuffisant. Près de 6 millions de nos concitoyens sont dépourvus de médecins traitants.
Ce sont des rendez-vous repoussés, des diagnostics retardés, des renoncements aux soins et parfois des pertes de chance. Nos concitoyens n'attendent plus des constats. Ah, si je devais faire la liste de tous les rendez-vous médicaux repoussés parce que je trouve pas de praticien. Je veux tout d'abord saluer l'initiative de notre collègue Guillaume Garot, qui a eu le mérite de remettre au cœur du débat une question devenue essentielle, celle de la répartition de l'offre médicale sur notre territoire. Je souhaite également saluer le travail réalisé par notre commission des affaires sociales. Les travaux de la commission ont profondément modifié l'équilibre du texte. Là où la proposition de loi reposait principalement sur un mécanisme de régulation de l'installation, la commission a privilégié une logique d'engagement territorial des médecins et des médecins spécialistes, notamment par l'exercice d'une activité au bénéfice des territoires les plus fragiles. Cette orientation nous paraît équilibrée. Elle repose sur une conviction simple: l'accès aux soins ne peut être garanti par quelques territoires ou quelques professionnels seulement. Il suppose une responsabilité collective à l'ensemble de la communauté médicale. À cet égard, les dispositions relatives à l'engagement territorial des praticiens et à la permanence des soins constituent des avancées importantes. La continuité des soins est un principe fondamental de notre pacte républicain. Elle ne saurait dépendre du lieu de résidence de nos concitoyens. Je regrette la suppression de l'article 1er bis, car avant de prescrire, il faut diagnostiquer. Avant de corriger les inégalités territoriales, il faut être capable de les mesurer avec précision. Cet article permettait de mieux appréhender les réalités locales grâce à des indicateurs plus fins, prenant en compte les caractéristiques démographiques, sanitaires et territoriales. Il constitue un outil utile au service d'une véritable péréquation médicale territoriale, car tous les déserts médicaux ne se ressemblent pas. Les difficultés rencontrées dans un territoire rural, une zone de montagne, un bassin de vie enclavé ou un territoire ultramarin ne sont pas identiques. Or, les outre-mer demeurent trop souvent les angles morts des politiques nationales de santé. Je le rappelle, et il faut encore le marteler pour qu'on puisse comprendre que, les outre-mer Moi, je note que les sénateurs macronistes, dans l'ensemble, je trouve le niveau qui est bien supérieur par rapport à l'ensemble de la classe macroniste qu'on a depuis 10 ans. Je trouve que les arguments qu'ils évoquent à chaque fois, et c'est pour ça que ce n'est pas les derniers à engueuler le gouvernement qui est pourtant macroniste, mais je trouve qu'ils évoquent des arguments qui sont très pertinents. Des saintes ou de la désirade doit parfois traverser la mer pour consulter un spécialiste. Ce n'est plus seulement une difficulté d'accès aux soins, c'est une rupture de la continuité des soins. C'est pourquoi plusieurs amendements ont été déposés afin de mieux prendre en compte ces réalités territoriales, de conforter le rôle indispensable des praticiens à diplôme hors Union européenne dans les territoires sous-dotés et de favoriser le recours à la télémédecine je suis pas sûr, afin que la distance géographique ne devienne pas une distance sanitaire. Ces amendements ont été rejetés en commission. J'espère qu'en séance, que nous allons accepter ces amendements-là pour ces territoires-là. Mes chers collègues, l'accès aux soins n'est ni un privilège géographique, ni une variable d'ajustement administratif. Oui, mais comme pour les députés, comme pour les ministres. Et notre responsabilité est de faire en sorte que ce droit soit garanti partout sur le territoire national. La continuité territoriale doit désormais devenir une continuité médicale. Le groupe RDPI, néanmoins, grâce à quelques avancées, votera pour ce texte. Si mes amendements sont acceptés, bien évidemment, je voterai aussi, mais sinon, je m'abstiendrai. Ah, d'accord. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Annie Le Houerou du groupe socialiste, écologiste et républicain pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, 87% du territoire national est sous-doté en médecins. Près de 7 millions d'entre nous n'ont pas de médecin traitant, dont 600 000 sont atteints d'une maladie chronique. Derrière ces numéros de sécurité sociale, ce sont des personnes qui souffrent sans être soignées. J'entends affirmer que la situation s'améliorerait du fait de multiples mesures incitatives dont bénéficie la profession et qu'il faut attendre. Attendre encore les effets des réformes. Alors, info ou intox, jugez à l'aune de ces chiffres. Selon la CNAM, entre 2013 et 2023, la France a perdu plus de 2000 généralistes.
Selon la carte de l'accès aux soins 2026 réalisée par Doctolib et la Fondation Jean Jaurès, en médecine trop tard, c'est encaissé. les rendez-vous obtenus au-delà de C'est trop 7 tard. jours progressent de 3 points et les délais augmentent dans près de la moitié des départements. Dans les zones les plus plus qu'à touchées, croiser les vous doigts. attendrez 93 jours pour voir un gynécologue. Réponse Dans dans le 1 Gers, heure. 163 jours pour voir un cardiologue. Dans l'Aisne, 90 jours pour un dermatologue. En conséquence, les plus aisés et mobiles trouvent leur spécialiste dans une métropole, les autres renoncent à se soigner. 73% des Français ont renoncé à au moins un acte de soin ces 5 dernières années, soit 10 points de plus qu'en 2024, selon un sondage Ipsos pour la Fédération hospitalière de France. En dermatologie, il est attendu une perte de 15% des effectifs d'ici à 2035, et ce n'est pas la seule spécialité en difficulté. 13 départements n'ont plus de gynécologue, la liste est longue. Voilà le constat incontestable. Pourquoi ? Et incontesté. Chers collègues, Pourquoi l'avion ? Madame la ministre, c'est une rupture de la promesse républicaine d'égalité et de cette précieuse sécurité sociale qui nous a été léguée, garantissant l'accès aux soins pour tous partout. Or, à Paris, il y a 4 fois plus de médecins autour de la station Luxembourg qu'autour de la station de la Courneuve. Je tiens à pointer aussi la situation des territoires ultramarins qui cumulent l'insularité et une organisation de l'offre de soins déficiente et inadaptée aux besoins de la population. L'indicateur que nous proposons à l'article 1 bis permettra de mieux mesurer les besoins des territoires, dont ceux éloignés de l'Hexagone. Ces inégalités territoriales sont injustifiables, elles sont une entorse au principe d'unité de notre République. Le constat est là et les propositions législatives s'accumulent, notamment avec des mesures incitatives. Plusieurs de ces PPL sont en cours de navette parlementaire. La caractéristique de celle que nous examinons aujourd'hui est qu'elle a déjà été adoptée à l'Assemblée et elle a le mérite d'avoir fait l'objet d'un travail transpartisan depuis 2022. Je regrette qu'ici au Sénat, nous ne parvenions pas. J'ai regardé l'historique, elle n'arrête pas de faire des... La Commission des affaires sociales a choisi de vider le texte de son sens en reprenant la PPL mouillée en attente de son examen. Elle n'a pas arrêté de faire des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est la technique du coucou. Vous êtes venus vous nicher dans cette PPL. Ah non, c'est pour moi le interdit de... Pour transformer la proposition que nous faisons en supprimant l'autorisation. Non, parce que comment tu contrôles ça à l'échelle de tous les viewers ? C'est pourtant le cœur du texte que de lutter contre les inégalités territoriales en limitant les nouvelles installations dans les 17% seulement du territoire suffisamment doté. Chers collègues, les mesures incitatives ont montré leur limite. 100 millions d'euros dépensés pour des effets jugés décevants selon la Cour des comptes. Il est urgent de faire des propositions opérationnelles à effet immédiat. C'est ce que nous proposons. Étendre aux médecins le modèle d'autorisation d'installation déjà en place pour toutes les autres professions de santé. Pourquoi, dans ce contexte que je viens de décrire, les médecins seraient exonérés de cette contribution à l'intérêt général, à l'intérêt du patient d'abord ? Nous légiférons pour améliorer la prise en charge des patients, me semble-t-il. Selon la proposition Garot et ses collègues, les médecins ne seront pas envoyés à l'autre bout de la France comme le sont les professeurs de l'éducation nationale. Non, l'installation sera autorisée automatiquement dans les zones sous-dotées, soit 83% du territoire. Dans les zones bien dotées, elle sera conditionnée à la cessation d'activité d'un médecin du territoire. Je me rappelle du quiproquo sur le vétérinaire en séance publique où Gérard Larcher, il avait le sourire aux lèvres. Gagner des praticiens sont ceux qui étaient déjà les plus avantagés. Entre 2012 et 2022, plusieurs départements déjà bien pourvus ont vu la densité de ces praticiens progresser fortement. Cette dynamique doit cesser. Faute de rendez-vous médicaux, 23% des patients se reportent vers les urgences. Or, les urgences elles-mêmes sont saturées. À Dinan, dans mon département, à Saint-Brieuc et ailleurs, les services des urgences tirent la sonnette d'alarme et manifestent en ce moment même leur colère. Madame la ministre, vous prévoyez de réduire la moitié des passages dits évitables, oui, à condition d'apporter une réponse en amont et en aval. Or, il n'y en a pas. Pensez-vous vraiment que les malades choisissent d'aller passer des heures dans les salles d'attente des urgences ? Ces passages évitables sont le résultat d'une défaillance de la médecine de ville et de l'aggravation des symptômes suite à une prise en charge trop tardive. Rappelons qu'en 2023, 73% des conseils départementaux de l'Ordre des médecins craignent un désengagement des médecins pour la PDSA, la permanence des soins en soirée. Le rétablissement de l'obligation de participation à la permanence des soins est une réponse essentielle pour éviter la saturation des urgences. C'est pourquoi nous la proposons à l'article 4. Afin de préparer et d'assurer un bon entrée
ancrage territorial des futurs médecins. Nous proposons à l'article 3 que la première année d'études de santé soit proposée dans tous les départements. La moitié des généralistes c'est une CSP+, un médecin vétérinaire. Donc, et de leur lieu bien évidemment que ça permet de se lancer en politique. À proximité lèvera beaucoup de freins. Pour conclure, au vu de la situation intenable de l'offre de soins dans notre pays et pour répondre aux cris d'alarme de la population qui nous exhorte chaque jour de légiférer en la matière, nous proposons de rétablir la version adoptée à l'Assemblée par un vote conforme et donc une mise en place immédiate de ces mesures d'urgence vitales pour nos concitoyens. Nous leur devons l'accès aux soins partout, pour tous et toutes. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Sylvana Silvani pour 4 minutes, groupe communiste républicain. Sylvana Silvani. Écologiste et Kanaki. J'imagine une enfance désœuvrée. Ça a dû être très dur pour elle. Sylvana Silvani. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier le groupe socialiste pour l'inscription de ce texte à notre ordre du jour aujourd'hui. Il s'agit d'une proposition de loi issue d'un travail transpartisan de plusieurs années de nos collègues de l'Assemblée nationale afin de permettre d'avancer sur le sujet de la régulation de l'installation des médecins, apportant une pierre à un édifice beaucoup plus large que nous devons continuer de bâtir pour lutter contre les déserts médicaux et garantir à toutes et tous l'accès à la santé. Cette proposition de loi, largement adoptée par les députés, ne constitue pas à elle seule la réponse à la pénurie de personnel médical dont nous souffrons. Mais lorsque l'on connaît les difficultés extrêmement importantes qu'ont nos concitoyennes et concitoyens à avoir accès merci pour la petite bio 75. Aux spécialistes, il ne peut pas y avoir de position figée. Nous devons travailler toutes les pistes. Celle de la régulation à l'installation en est une. La majorité sénatoriale a fait le choix de vider ce texte de sa mesure principale, son article 1, qui venait instaurer une dose de régulation dans l'installation. C'est pour ça que le texte a été adopté, parce qu'ils l'ont vidé de la substance. C'est à notre sens en commission. Une erreur, et nous proposerons avec d'autres de revenir à la disposition initiale du texte. En effet, le dispositif proposé par nos collègues députés constitue un premier pas dans la régulation de l'installation des médecins sur le territoire, qui permettra à minima de stopper la progression des inégalités entre territoires. La mesure vise à orienter l'installation des professionnels de santé vers les zones où l'offre est la moins dense par un aménagement du principe de liberté d'installation, principe qui continue de prévaloir. Il faut rappeler que 87% du territoire étant considéré comme désert médical, la liberté d'installation reste la règle sur ces 87%. De plus, les autres professions de santé sont régulées. Les pharmaciens, masseurs kinésithérapeutes, sages-femmes, infirmières et depuis l'année dernière, les dentistes. Nous proposons également de rétablir l'article 1 bis qui crée un indicateur territorial de l'offre de soins, évalue la densité de l'offre des soins médicaux et paramédicaux dans chaque commune et dans chaque territoire de santé. Indicateur qui permet de délimiter les zones concernées par les limitations d'installation. Faut-il le rappeler, nous avons autant de médecins aujourd'hui qu'en 1970 pour une population qui a augmenté de 15 millions de personnes. Il n'y a pas loisir d'attendre que la fin du numerus clausus produise ses effets. Le droit à la santé, principe constitutionnel, n'est aujourd'hui plus garanti. L'égalité de l'accès aux soins est bafouée. Notre Assemblée a abordé cette semaine une proposition de loi votée avec enthousiasme sur la prévention des maladies cardio-neurovasculaires. Une bonne proposition. Mais comment celle-ci pourra produire ses effets alors que des zones entières du territoire sont quasiment dépourvues de médecins ? Nous devons être cohérents dans les textes que nous votons. Chers collègues, il nous faut agir dès aujourd'hui et le vote conforme de ce texte permettrait d'apporter une avancée majeure dans cette lutte partagée pour l'accès à la santé.
Les sénateurs et sénatrices du groupe CRCE-K s'opposeront à toute version qui s'éloignerait du texte initial. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Intéressant la proposition des CRCE-K. Madame Anne Souiris du groupe écologiste Solidarité et Territoire pour 4 minutes. Donc ils voteront contre si jamais les amendements sont adoptés. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, la liberté d'installation des médecins, nous en entendons beaucoup parler. Mais permettez-moi de m'interroger entre la préservation d'une liberté individuelle et l'accès aux soins de millions de nos concitoyens. Notre responsabilité n'est-elle pas de savoir où placer la priorité ? Je vous laisserai juger par vous-même. Les chiffres, nous les connaissons, vous les avez d'ailleurs répétés. 36% des Françaises et Français ont déjà renoncé à se soigner faute de pouvoir obtenir un rendez-vous. Ils sont également 25,9 millions à vivre dans un désert médical et 6,4 millions à ne pas avoir de médecin traitant. Un constat radical que, si je vous entends bien, chers collègues, nous partageons tous. Car oui, aujourd'hui, nous sommes face à un enjeu fondamental qui entend protéger un droit fondamental, celui de l'accès aux soins, qui est d'ailleurs dans notre Constitution. Et je salue cette initiative transpartisane nécessaire et attendue. Je salue et remercie également son auteur, monsieur le député Garot, ainsi que le groupe socialiste, écologiste et républicain d'avoir permis sa mise à l'ordre du jour de ce texte. En effet, malgré un maigre sursaut, la médecine de ville reste très mal en point. Et surtout, les inégalités territoriales d'accès aux soins s'accentuent. Ainsi, rétablir la permanence obligatoire de soins ambulatoires apparaît essentiel. Par ailleurs, elle n'aurait jamais dû disparaître. Je pense par exemple à l'astreinte des gardes, dont la suppression a été une erreur que nous payons encore aujourd'hui. Un rapport sénatorial en 2022 nous alertait déjà sur la gravité de la situation à laquelle nous faisons face. Les délais pour obtenir un rendez-vous ne cessent de s'allonger. Ils peuvent atteindre jusqu'à 6 mois pour une consultation d'ophtalmologie. Nous connaissons pourtant les effets... Faut que je prenne rendez-vous chez l'ophtalmo en plus. Me dis pas ça, Anne. Ces effets se mesurent en termes d'années je peux pas attendre 6 mois de vie en bonne santé perdue. De toute façon, j'attendrai le temps qu'il faut. Mais ils se mesurent également en termes budgétaires pour la sécurité sociale. On est déjà en dessous d'1 heure. La gravité des constats ne peut être remise en question. Lorsque ces mêmes constats nous appellent à la mise en place d'une véritable politique volontariste, la responsabilité qui nous incombe devrait nous empêcher de reculer. Nous avons voté ici même une loi sur le sujet proposée par mon collègue Philippe Moulier. Puis la navette s'est arrêtée. À l'Assemblée, c'est cette proposition de loi dite Garot, dont son auteur qui a été examinée. Aujourd'hui, la voici. 75. La Commission des affaires sociales a décidé de modifier le texte qui nous a été transmis et de nous en proposer une version moins-disante. Quel dommage! Je m'étonne que nous ne suivions pas nos propres recommandations. Et oui, le rapport sénatorial, que je viens à l'instant d'évoquer, nous recommandait de, je cite, conditionner dans les zones surdotées l'installation à la cessation d'activité d'un médecin exerçant la même spécialité pour une meilleure répartition territoriale. Et voilà que nous permettons aux spécialistes d'y déroger en exerçant à temps partiel en zone sous-dotée. Je ne vais pas m'attarder sur l'amendement restreignant cet engagement à 5 années d'exercice, amendement qui sera très probablement adopté par cet hémicycle. En d'autres termes, toujours moins. Étant d'un optimisme inébranlable, je défendrai des amendements visant à revenir à la version qui a été travaillée de manière transpartisane à l'Assemblée nationale, version permettant une répartition beaucoup plus efficace que la version floue telle qu'elle a été retravaillée en commission. Voilà. Et nous sommes en effet face à une réalité médicale, sociale et territoriale qui laisse finalement certaines populations, personnes âgées en en quartier populaire, j'ai fini, ou en outre-mer, mourir littéralement sans soins. Il faut agir, chers collègues, en attendant la formation de nouveaux médecins, la régulation s'impose. La parole est à notre collègue Michel Masset du groupe du Rassemblement social et européen pour 4 minutes. Mais c'est Michel de la République du RP. On a retrouvé Michel. Mais c'est pour ça qu'il répondait plus. Il est devenu sénateur.
Ah, bah d'accord. Michel. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Ah bah voilà, mais tout s'explique. Sénateur en 2023, la lutte contre la désertification médicale figurait déjà en bonne place dans les demandes exprimées par nos électeurs. 3 ans après, convenons ensemble que nous n'avons pas réussi à suffisamment changer la donne. Bon, quelques mesurettes, des avancées certes, mais le constat demeure implacable, des patients sans médecin traitant, des rendez-vous repoussés indéfiniment, des services d'urgence saturés et un phénomène de renoncement aux soins. Dans mon département de Lot-et-Garonne, il nous manque au bas mot une centaine de médecins généralistes et je ne parle pas de spécialistes. Oh là 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 là. Cette situation résulte de plusieurs décennies d'attente. Merde, j'ai fermé le dérouleur. Aujourd'hui, au renforcement des inégalités territoriales. Dans le même temps, le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et l'évolution des modes d'exercice ont accru les besoins de soins et je ne vais pas vous surprendre en vous disant que cela ne va pas s'arranger de suite. Conscient de cette incurie, le Parlement débat très régulièrement des déserts médicaux, mais en vain. Il y a des articles qui se sont rajoutés, des amendements qui se sont rajoutés. Prise par nos collègues socialistes. Parallèlement, les collectivités locales tentent de pallier le manque de médecins en les salariant ou en développant des services itinérants ou des politiques d'attractivité dédiées. Mon département a ainsi mis en place le dispositif Bienvenue Docteur qui fait ses preuves. Toutefois, l'État doit poursuivre et nous garantir un accès égal aux soins sur l'ensemble du territoire national. Des mesures ont été prises sur la formation des futurs professionnels de santé, notamment l'ouverture d'une première année d'études dans chaque département. Malheureusement, sur nos territoires, trop de jeunes renoncent encore à ces études en raison de l'éloignement géographique, du coût parfois de la mobilité ou des difficultés matérielles. Territorialiser davantage les formations, c'est favoriser l'égalité des chances, c'est aussi préserver l'avenir, car nous le savons, les lieux de formation deviendront les lieux d'installation. Mais tout ceci ne suffira pas devant la falaise des besoins. Par exemple, toujours dans mon département, nous avons obtenu l'arrivée de 28 médecins juniors. Rappelons, chers collègues, que ces praticiens... Ah non, tiens, il y a un abonnement qui a sauté. En fait, besoin aussi tout va bien. Complet, mais c'est un très bon début. Alors, le texte de souche transpartisane est une occasion d'envoyer un message clair à nos concitoyens et au territoire. Seule la régulation de l'installation en bonne intelligence avec les conseils de l'ordre des médecins permettra de recréer des oasis de soins. En conséquence, la Commission a choisi une solution qui ne permettra pas, en tout cas en l'état... J'ai pas lancé le chrono, je suis trop... Oh putain. Le modèle libéral... Ça y est. Je pars en sucette, voilà. Permet pas en l'état de répondre aux enjeux de couverture médicale. Tôt ou tard, il faudra réguler pour déconcentrer l'offre, à l'instar de ce qui se pratique pour d'autres professions de santé. Et que surtout que les médecins consacrent tout leur temps à faire de la médecine. Pour le reste, nous approuvons la suppression de la pénalité financière appliquée aux patients qui ne parviennent pas à trouver un médecin traitant. Mais pourquoi limiter cette dérogation à 5 ans ? Enfin, je pense bien sûr aux tensions qui pèsent sur les urgences hospitalières, je pense notamment à l'hôpital de Marmande, qui rendent indispensable une meilleure organisation des soins non programmés sur l'ensemble des territoires. En conclusion, je vais insister sur le fait que les Françaises et les Français nous regardent et nous attendent. Nous ne pouvons nous résoudre à l'impuissance en la matière publique. Nous croulons sous les rapports qui nous invitent à l'action et au courage. Vous l'aurez compris, le groupe RDSE réserve son vote pour le moment. Chers collègues, la parole est à notre collègue Anne-Sophie Romagny du groupe Union Centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues,
73% des Français déclarent avoir renoncé à au moins un soin au cours des 5 dernières années. Ce chiffre, révélé récemment par un baromètre de la Fédération hospitalière de France, traduit l'ampleur de la crise que traverse aujourd'hui notre système de santé. Derrière cette statistique, il y a des rendez-vous impossibles à obtenir, des délais devenus déraisonnables, des patients sans médecin traitant et parfois des soins tout simplement abandonnés. Personne dans cet hémicycle ne nie la réalité des déserts médicaux. 75,7% de la population vit désormais dans un territoire considéré comme sous-doté médicalement et 6,4 millions d'assurés sont aujourd'hui sans médecin traitant. Face à cette situation, il est de notre responsabilité collective d'agir, mais encore faut-il le faire avec lucidité et pragmatisme. Le texte initial comportait des dispositions profondément déséquilibrées, notamment son article 1er instaurant une régulation coercitive de l'installation des médecins. Cette approche reposait sur une logique de contrainte qui ne répondait ni à la réalité démographique, médicale, ni aux attentes des professionnels de santé. Car notre pays souffre avant tout d'une pénurie globale de médecins et répartir une pénurie ne permet pas de la résoudre. Entre 2000 et 2021, la densité de médecins généralistes a diminué de 18% au niveau national. Ainsi, instaurer un mécanisme de régulation de l'installation des médecins libéraux et salariés soumis à l'autorisation préalable des agences régionales de santé risquait de se révéler contre-productif. Enfin, je souhaite revenir sur quelques contre-vérités entendues en commission et qui peuvent s'étendre à tout l'hémicycle. Non, on ne choisit pas de devenir médecin parce que les consultations sont remboursées. Le remboursement des consultations médicales est un choix politique assumé et ne relève pas d'une volonté particulière des médecins. Non, la gratuité des études ne constitue pas un privilège propre à la médecine puisqu'elle concerne l'ensemble des filières universitaires. Arrêtons de penser que les médecins, plus que les autres, sont redevables à notre société. Devenir médecin, c'est déjà accepter des études longues, exigeantes, éprouvantes. Ce n'est pas en ajoutant des contraintes administratives et territoriales supplémentaires que nous redonnerons l'envie d'exercer. Ainsi, pour toutes ces raisons, nous ne pouvions soutenir un dispositif qui risquait d'aggraver encore les difficultés d'attractivité de l'exercice médical. Et c'est précisément l'intérêt du travail qui a été mené en commission et je remercie notre rapporteure Corinne Imbert. Grâce aux échanges entre les différents groupes et à l'écoute des professionnels de santé, parfois hostiles au texte initial, plusieurs dispositions ont été rééquilibrées afin de mieux prendre en compte les réalités du terrain. Nous avons donc fait le choix d'une approche plus réaliste et davantage fondée sur la responsabilité territoriale que sur la contrainte administrative. Nous avons, par exemple, substitué à la contrainte un mécanisme de solidarité. L'autorisation d'installation en zone surdotée sera désormais corrélée à un engagement fort, celui d'exercer à temps partiel dans nos territoires sous-médicalisés. Pour ma part, j'aurais également souhaité que nous supprimions l'article 4 visant à imposer à tous les médecins une participation à la permanence des soins. Selon l'Ordre des médecins, 96% du territoire national est couvert par le nombre de praticiens effectuant des gardes qui continuent d'augmenter. Dans la Marne, mon département, ce dispositif fonctionne à 100% sans être conditionné à une obligation générale. J'en profite pour remercier l'ensemble des soignants qui s'y engagent. Par ailleurs, des dispositions utiles ont été préservées. Je pense notamment à la suppression des pénalités pour le non-respect du parcours de soins que nous avons quand même limité à 5 ans. Mais également à la territorialisation des études de santé que nous avons renforcée puisque de nombreux médecins s'installent près de leur lieu de formation. Avoir donc un cursus dans chaque département constitue un levier concret pour améliorer l'accès aux soins. Une mise en œuvre au plus tard au 1er septembre 2030 préservera l'excellence de l'enseignement, les investissements pédagogiques des universités et sécurisera leur réorganisation. Au fond, la Commission a permis de réorienter ce texte vers une logique plus pragmatique. Non pas opposer les territoires aux médecins, mais construire avec les professionnels des solutions durables pour renforcer l'accès aux soins. Nous le savons tous, aucune mesure miracle ne résoudra à elle seule une crise qui résulte de décennies d'erreurs de planification médicale. Depuis plusieurs années, nous nous employons à rectifier la trajectoire, avec la suppression du numerus clausus, la création des docteurs juniors dans les territoires sous-dotés, la réforme des études de santé qui est encore dans les tuyaux, Madame la Ministre. Nous ne pouvons pas dire que rien n'est fait, mais nous le savons, former un médecin prend du temps.
Ainsi, à l'avenir, plusieurs solutions devront encore être renforcées. Il nous faudra dégager davantage de temps médical grâce peut-être à une optimisation des actes administratifs, et je notais, Madame la Ministre, l'augmentation des assistants médicaux, mais aussi grâce à une meilleure coordination entre les professionnels de santé. La loi sur la profession infirmière, dont j'ai eu l'honneur d'être rapporteure au Sénat et qui est actuellement en cours de mise en œuvre sur le plan réglementaire, ouvre cette voie en facilitant notamment l'accès direct aux infirmiers. Nous devrons également poursuivre nos efforts en matière d'attractivité des territoires ruraux, car l'accès aux soins ne peut être dissocié des enjeux de mobilité, de logement, d'emploi ou de présence des services publics. Mes chers collègues, il va falloir pas tarder à conclure. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui n'est plus celui qui avait été initialement proposé. Grâce au travail de la Commission, il est devenu plus équilibré, plus respectueux des réalités du terrain. S'il ne règle pas à lui seul la question des déserts médicaux, il apporte des réponses utiles et pragmatiques à une urgence sanitaire que nos concitoyens vivent quotidiennement. C'est pourquoi notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi ainsi remaniée. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion il y en a qui voteront quand ce sera remanié, il y en a qui voteront plus. Texte de la Commission. Et je tenais juste à vous rappeler, chers collègues, qu'il nous reste 55 minutes pour étudier 47 amendements. Et j'ai déjà 4 prises de parole sur l'article numéro 1. Et j'ai un rappel au règlement du président Kanner. Ah bah moi qui disais qu'il n'y avait pas de rappel au règlement. Monsieur le ministre, sur vos éléments, Monsieur le Président. Sur la base de quel article, Monsieur le député, sénateur? Quelques dizaines de minutes et nous voudrions toutes et tous aller au bout du texte. Et donc, j'incite tous nos collègues à être, je dirais, dans une solidarité avec l'auteur, les auteurs, en tout cas tous ceux qui accompagnent ce texte, avec ces modifications pour nous permettre à 16 heures. Va à l'essentiel, Patrick. Un vote. Je vous remercie. Acte est donné, Monsieur le Président, de votre rappel au règlement, même si vous n'avez pas précisé l'article. La parole sur l'article 1er est à Jean-Luc Fichet du groupe socialiste, mais du coup, je vous invite peut-être également les prises de parole pour le groupe socialiste qui est demandeur de ce raccourcissement, de peut-être les réduire. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, simplement dire que j'adore sa moustache. Si on parlait des médecins et qu'on parlait des gens Jean-Luc Fichet dans les territoires qui sont en souffrance et qui perdent des années de vie en bonne santé parce que les médecins n'acceptent pas de subir quelques obligations, quelques devoirs. Je me souviens. Lors des QAG, il avait été appelé professeur tournesol. Un minimum d'une année. Alors, bien évidemment, il faut quand même rappeler que là, on traite d'une compétence d'État, une compétence régalienne élargie, mais une compétence d'État. Et pour répondre à la question des déserts médicaux, depuis des années, ça fait 15 ans que je traite le sujet ici dans cette Assemblée, on sollicite les collectivités locales. Alors, pourquoi pas? Depuis 5-6 ans, j'écris des lettres régulièrement aux ministres, aux différents ministres, en leur disant « Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les montants consolidés, consacrés à lutter contre les déserts médicaux ?» C'est-à-dire consolider ce que versent les communes. Alors, on va jamais aller au bout. À côté de ça, les terrains qui sont sollicités à titre privé et gratuit pour l'installation du médecin. Il y a le financement de la voiture, de la secrétaire, des bâtiments gratuits. Rien que pour l'article 1er, il y a 16 articles. Et après, il y a des articles additionnels après le premier. Des aides pour faire venir. Ça va durer 20 ans. En communauté d'agglomération, dans les départements, dans les régions, dans l'État. En consolidé, ça représente des millions d'euros que j'aimerais que l'on identifie. Le résultat de tout ça, c'est que les déserts médicaux augmentent. Et les le suspense va être insoutenable. Toujours plus, sans résultat. Alors, aujourd'hui, on nous dit, on va avoir les médecins juniors. Très bonne idée, les médecins juniors. Sauf que les médecins juniors, qu'on va obliger à aller dans les déserts médicaux, ils ont besoin de maîtres de stage. Et les maîtres de stage, ils ne sont pas dans les déserts médicaux. Et qui va pouvoir financer les locaux qui sont demandés par les médecins juniors pour venir dans les déserts médicaux? Les collectivités qui sont riches. Donc, celles qui, a priori, n'ont pas trop de problèmes de médecins. Et puis les pauvres, elles vont s'en passer parce qu'elles n'ont pas d'argent. Donc tout ça fait que depuis des années... Merci, chers collègues. On est dans une situation... La parole est à notre collègue Jean-Jacques Panunzi, des Républicains. Des Républicains. Apparentés les Républicains, Panunzi. Merci, Monsieur le Président. La question des déserts médicaux est un sujet que je connais bien, hélas. La Corse comptant plusieurs bassins médicalement sinistrés, principalement dans l'intérieur. Ah oui, Corse du Sud. Ce qui pourra être fait pour endiguer ce cercle vicieux est bienvenu. Et c'est la raison pour laquelle j'avais déposé dans le sillage des initiatives que j'avais prises auprès du gouvernement depuis septembre 2019
un amendement en faveur de l'implantation d'une unité PET-scan en Corse pour ancrer l'évidence dans la loi. Les élus, le mouvement, le gouvernement, l'ARS sont tous d'accord sur le principe. Et pourtant, rien de concret n'est observable. L'an dernier, le ministère annonçait une demande d'autorisation fin 2025 et une mise en service en 2027. À ce jour, aucun document officiel ne l'atteste. L'accès aux soins et aux infrastructures médicales demeure légitimement l'une des préoccupations centrales des Corses. Alors que le niveau d'équipement insulaire en outils d'imagerie médicale s'est nettement amélioré ces dernières années, l'île ne compte aucune unité de ce type qui permet de mesurer avec précision l'évolution des tumeurs cancéreuses. La moyenne nationale d'équipement est d'une unité pour un peu moins de 400 000 habitants. C'est incontestablement l'équipement médical qui manque en Corse, alors même que le cancer est la première cause de mortalité dans l'île. Les projets régionaux de santé menés par l'ARS de Corse le fixent comme objectif depuis des années. On estime qu'il y a eu 8 000 examens effectués en 2025 pour les patients corses, autant de déplacements médicaux vers il y a un autre socialiste qui prend la parole après. Principalement. Insérer dans la loi qu'une unité par région doit être implantée relève autant du bon sens que de l'équité territoriale. Mon amendement étant jugé irrecevable, bien qu'ayant été gagé, je souhaite néanmoins interpeller le gouvernement pour savoir où nous en sommes précisément et si l'engagement peut être pris dans cet hémicycle en faveur de l'implantation d'un TEPSCAM en Corse et dans quel délai. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Bernard Jomier. Pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Je voulais en quelques mots dire au début de nos débats, d'abord que cette question de l'accès aux soins nous préoccupe tous, parce que cet accès aux soins est dégradé dans beaucoup trop de territoires de notre pays. Et si elle se pose, c'est avant tout parce qu'il y a une pénurie. Et que cette pénurie va se corriger, mais ça va prendre encore du temps, et il n'est pas dit qu'elle se corrigera. Ah non, je ne connais pas. Homogène. Mais si on fait abstraction de cette question de la pénurie, comme je l'entends trop souvent au fond, si on pense que par des mesures de redistribution, on va régler la situation, on donne juste de faux espoirs à notre population. Alors il y a eu beaucoup de dispositifs adoptés ces dernières années. Certains commencent à produire leurs effets. J'ai entendu dire précédemment que la situation se dégradait en ophtalmologie. C'est faux. En 2016, c'était 80 jours la durée moyenne d'obtention d'un premier rendez-vous. 10 ans plus tard, enfin en 2025, c'est 19 jours, avec des inégalités territoriales qui sont importantes. Mais passer de 80 à 19 jours a été le résultat de la restructuration d'une filière, du partage de tâches que nous avons défendu, d'une légère hausse du nombre d'ophtalmologistes aussi d'ailleurs. Je regrette que le débat se focalise sur la question de la régulation à installation. Pourquoi ? Parce que ça peut être un élément parmi d'autres, mais il faut regarder les résultats. Et c'est la profession infirmière qui est régulée depuis le plus longtemps chez nous, depuis 2008, quand Nicolas Sarkozy était président. Eh bien, cette régulation a fait qu'il y a moins d'infirmières dans les territoires surdotés, mais qu'il n'y en a quasiment pas plus dans les sous-dotés. Et donc, pour la population, le bénéfice est à peu près nul. Enfin, il est très faible. Donc, ne nous en tenons pas à un dispositif qui n'a pas démontré son effet. Débattons de tous ces sujets. Et cher Patrick Kanner, désolé, mais l'Assemblée en a débattu en plusieurs jours. Nous, on a besoin d'un peu de temps aussi. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Raymond. C'est la fronde chez les socialistes. C'est la fronde chez les socialistes qui n'écoutent pas les demandes de leur propre chef. Gagner du temps parce qu'elle va lever quand même un argument que j'entends beaucoup et qui n'est pas, à mon avis, recevable. Je ne dis pas qu'il est malhonnête intellectuellement, mais il n'est pas recevable. Raymond de Poncémonge pour les écologistes. En fin de compte, on entend beaucoup cette proposition. Elle ne crée pas de médecins, elle ne crée pas de temps médical, elle ne fait que répartir la pénurie. Voilà, c'est quand même un argument un peu itératif. C'est vrai, bien sûr, mais ce n'est pas son objet. Son objet, c'est de mieux répartir et de permettre à tout le monde, ça a été dit tout à l'heure, un accès minimal aux soins. Et c'est constitutionnel, cela. J'ai un doute sur le fait qu'il redevienne président du groupe sénatorial Kanner à la rentrée. Il y a une forte demande pour demander un minimum de régulation sur l'installation des médecins. Vous, ce que vous voulez, effectivement, c'est que les médecins puissent toujours, pour 10% sur 10%, un peu plus de 10% du territoire, ne pas s'installer. Voilà. Et
c'est pas très grave. À Paris, nous en aurons toujours. À Lyon, nous sommes très bien couverts. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous proposez quand même, dans ce cas-là, des demi-journées ou des journées des médecins existants qui aillent dans les zones. Vous faites pareil. Ça ne crée pas des médecins, ça ne crée pas du temps médical. Vous répartissez bien la pénurie. Vous faites exactement la même chose pour autant que votre proposition se verra dans les faits, parce que ceux qui refusent quand même d'aller dans 10% des zones, maintenant vous me dites que vous les obligerez. Donc voilà, c'est une obligation aussi d'aller dans les sous. Et vous ne créez absolument rien de plus. Mais par contre, vous ne touchez pas à cette sacro-liberté. Ah bah quelque chose me dit que ça va revenir sur la table en septembre, enfin en octobre. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue, la rapporteure générale, Madame Doineau. Oh Président, Madame la Ministre, chers collègues, évidemment, nous partageons le diagnostic et nous partageons aussi l'anxiété de nos concitoyens qui sont en difficulté pour trouver un médecin traitant. Là, je pense que c'est acquis. Simplement, ce serait trop simple de trouver à une situation complexe une réponse toute simple comme la répartition ou la régulation de l'installation des Elisabeth médecins. Doineau, rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales du Sénat. On va vers quelque chose qui ressemble à du populisme en disant voilà, on va vous régler le problème dès demain matin. C'est ce qui est marqué dans des tweets de certains qui sont pour cette PPL. Chers collègues, vous pouvez les regarder. Si on vote aujourd'hui ici au Sénat, ils disent que demain, tous les sujets seront réglés à ce propos. Donc, c'est un peu aller vite, je pense. Alors, la première chose, c'est de vous dire que pourquoi ce n'est pas la solution. D'abord, ce n'est pas la solution qui est proposée et au contraire, elle est plutôt... l'AMF, l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France est contre. N'oublions pas que nous sommes la Chambre des territoires ici. Et si en termes d'aménagement du territoire, deux grandes formations sont contre, je trouve qu'on doit en tout cas... Bah ouais, ça y est, ça commence à jouer la montre. L'ensemble des médecins. Mais ce qui est bien, c'est que les socialistes, les centristes et les républicains sont en train de jouer la montre sur le texte des socialistes. Parce qu'effectivement, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, eh bien, on leur paierait leurs études et donc ils devraient quelque chose à la société. Et vous croyez que... Tu as deux doigts de déjà valider la prédiction. Interne à l'hôpital, qu'ils tiennent l'hôpital à bout de bras pendant des nuits, des jours. Alors écoutez, je crois qu'ils renvoient à la société ce qu'on leur donne. Et puis, je voudrais dire je vais te faire un renvoi, ça va pas te plaire. La régulation. Et regardez le dernier rapport de la Fondation Jean Jaurès. On ne peut pas les qualifier d'un côté politique ou non. En tout cas, eux, ils disent que c'est l'organisation de l'accès aux soins qui est important. La Fondation Jean Jaurès qui n'est pas d'un côté ou de l'autre. Poser un médecin à tel ou tel endroit. Merci, Madame la rapporteure générale. La parole est à notre collègue Olivier Bitz. Merci, Monsieur le Président. Nous débattons cet après-midi une fois encore de la question de l'accès aux soins. Nous en débattons tout simplement parce que c'est l'une des inégalités les plus douloureuses pour nos concitoyens. Douloureuse parce qu'évidemment on touche à quelque chose d'essentiel. Très concrètement, c'est l'espérance de vie de nos concitoyens. Parce que les mais oui, Olivier Bitz, je me disais, je le connaissais, il est de l'Orne. Ça a des conséquences évidemment concrètes et chacun... Et encore une fois, de l'Union centriste. Ok, il joue la montre. Ça joue la montre à fond. Pour des territoires qui déjà souffrent et déjà sur d'autres sujets. Ça montre la joue à fond. Ignorer des pouvoirs publics. Aujourd'hui, dans nos territoires, pas forcément les 87%, parce qu'on met dans un tout les 87% de territoires qui seraient des territoires ruraux. Les situations sont extrêmement contrastées. Dans le département de l'Orne, il faudrait avoir 2 fois contrasté en 2 mots, s'il vous plaît. Simplement pour atteindre la moyenne nationale de présence de médecins généralistes. Donc la situation est bien différente et sur ces territoires, on a l'impression de payer des cotisations sociales sans avoir accès au système de soins de manière efficace. Non, 75. Donc, évidemment que la régulation à l'installation... Ah là, je suis obligé de supprimer ton message, désolé. Chacun également le sait, et les auteurs de loi qui résulte d'un travail transpartisan, les auteurs... Je rigole, mais non. Bien que ce n'est pas la solution miracle. Et pourtant, je pense que ça peut être un élément qui... Soyons sérieux quand même. D'autres mesures qui peuvent être prises, parce que les mesures incitatives, nous le savons bien, elles coûtent cher à l'État, aux contribuables, elles coûtent cher à l'assuré social, à l'assurance maladie, elles coûtent cher aux collectivités locales, avec des résultats qui sont de loin pas au rendez-vous. Et je pense même que parfois il y a un effet pervers lorsqu'on voit la réduction d'activité des médecins sur les territoires où il y a des dispositifs d'incitation
extrêmement fort. Donc oui, ce n'est pas la solution, mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on exempterait les médecins des mesures de régulation qu'on impose à tous les autres professionnels de santé. Merci. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre. Ah bah oui, bah bien sûr. Vous avez vu, c'est sur en mode la ministre. Ah bon, bah d'accord, bon bah c'est foutu alors. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire rapidement pour pas perdre du temps de l'examen de cette PPL, mais oui, bah t'as déjà gâché 10 secondes. Nous savons tous ici l'angoisse qui est derrière. Je vais pas prendre un accès beaucoup de temps pour qu'on puisse avancer sur cette PPL. Je veux dire ici qu'on est sur le constat. Effectivement d'accord en disant qu'il existe des difficultés à peu près partout sur le territoire, puisque c'est plus de 90% du territoire. Avec par contre, j'imagine une enfance terrible pour lui. Je parlais de Sylvana Sylvani tout à l'heure, mais Olivier Bitz aussi. Certains territoires des DOM-TOM et d'autres qui arrivent dans ces difficultés, puisqu'ils étaient un peu plus dotés que ma région, par exemple, avant que ce soit le sud de la France qui commence à avoir aussi on n'a même pas commencé à étudier les amendements. Avec des difficultés d'accès aux soins. Une fois qu'on est d'accord sur ce constat, on peut avoir deux choix. Et finalement, un choix est proposé ici et depuis maintenant quelques années autour de cette obligation, cette régulation plus ou moins coercitive en fonction des propositions de loi, mais en tout cas un choix de régulation d'un nombre insuffisant de médecins et surtout sans prendre en compte le fait que avec cette régulation, il existe des contournements possibles. C'est-à-dire une régulation en fait inefficace. Parce que si vous mettez une régulation alors que vous pouvez contourner cette régulation, ça ne marche pas. D'ailleurs, des pays étrangers l'ont fait et en reviennent. Et ont arrêté cette régulation pour raison d'inefficacité. Mais choisissons ce choix que propose la proposition de loi initiale de M. Garot. Disons qu'elle soit adoptée. On a calculé qu'il y a 400 médecins l'année dernière qui auraient été concernés par cette régulation et qui auraient voulu s'installer en zone soi-disant surdotée et qui n'auraient pas pu, sans compter de départ de médecins à retraite. 400. Ce que j'ai pu dire dans ma discussion générale, c'est que l'année dernière, 900 médecins se sont installés. Une augmentation de 32%. Des installations en zone prioritaire, des installations dans les territoires qui sont sous-dotés. Donc on voit bien qu'entre 400 et 900, sans régulation, on fait mieux. Ça, c'est le premier choix de la régulation de la pénurie. Encore une fois, donc on a une histoire de chiffres. Et vous me demandez, et ces 400 ? Mais ces 400, s'ils n'avaient pas voulu changer de territoire et absolument aller dans un endroit où ils le souhaitent, ils seraient allés à l'hôpital, où il existe des postes vacants, dans les services administratifs, où il existe des postes vacants, dans les laboratoires pharmaceutiques, où vous pouvez aussi aller travailler. Vous voyez, réguler et contraindre un endroit d'installation pour des médecins alors qu'ils ont le choix d'autres moyens, c'est-à-dire qu'ils détourneraient cette contrainte, c'est une solution inefficace. Et donc, il y a un deuxième choix qui est le choix de l'innovation, la loi pour la décrédibiliser. L'innovation. On te dit pas que tu vas aller à un endroit précis. On te dit qu'il y a des zones où il y a déjà suffisamment de monde et donc tu es prié d'aller voir ailleurs. Et avec cela, on voit que dans les territoires... Vu qu'il n'y a que 17% du territoire qui est suffisamment doté, ça veut dire qu'il y a encore 83% en fait. En termes de démographie, un peu de pédagogie sur l'enfumage de Stéphanie Rist quand même. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des rendez-vous de médecins traitants alors que vous n'en aviez pas il y a 5 ans parce que, par exemple, le service d'accès aux soins est organisé. Il y a des mesures et on est dans l'efficacité. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Bien évidemment, il faut aller plus loin. Est-ce que c'est facile pour tout le monde ? Évidemment que non, mais je le crois, on a deux choix, un choix inefficace, un choix d'efficacité. D'ailleurs, vous êtes tous à me dire, je suis très inquiet pour mes pharmaciens dans nos territoires parce que nous manquons de pharmaciens. Pourtant, les pharmaciens sont régulés. Il y a une régulation à l'installation des pharmaciens.
Et on voit bien que quand vous avez une pénurie, un nombre, eux aussi sont liés au numerus clausus ancien. Et donc, avec les départs à la retraite des pharmaciens, on commence à avoir des difficultés. Cela montre bien que cette régulation... Mais Stéphanie, le problème, il est général, là, pour le coup, des pharmaciens. Il n'est pas à l'échelle de plusieurs territoires. Pardon, il est à l'échelle générale. Très rapidement aux 3 points. J'irai très vite dans la suite. Pour le PET scan, qui a été demandé, comme ma collègue Catherine Vautrin s'y était engagée, je confirme qu'il y aura bien un PET scan pour la cancérologie en Corse. J'y suis attachée. Et enfin, pour la 4e année, je réponds que nous allons avoir la cartographie qui sort dans les jours qui viennent et qui montre au contraire que le choix des maîtres de stage sont bien en zone sous-dense. 5 minutes. Elle fait plus que Sébastien Lecornu qui n'a pas de limite de temps de parole au QAG. Comme ça, juste pour préciser, je crois que tous les groupes politiques ont pris la parole plusieurs fois, et y compris ceux qui demandent qu'on aille vite. Ouais. Donc je pense qu'on peut peut-être respecter quand la ministre répond aux questions qu'on lui pose. Je passe donc aux 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 3 de Mme Silvani. Merci, Monsieur le Président. Comme annoncé dans mon intervention générale, cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale. Je veux revenir sur le système de régulation dont il a été question dans les interventions sur articles, et je ferai ma défense d'amendement ainsi qu'une explication de vote en même temps pour gagner du temps. Je veux juste rappeler, parce qu'il se dit tout sur cette attaque à la liberté d'installation des médecins, juste rappeler que sur l'essentiel du territoire actuellement, cette liberté est garantie, puisque l'essentiel du territoire est considéré comme quasi désert médical. Donc on a besoin de médecins dans C'est exactement ce que je disais. Et ils seront les bienvenus. Sylvanie, d'apprendre aujourd'hui. Je crois qu'on va bien s'entendre. Les élus locaux sont opposés au fait qu'on les aide à obtenir des médecins. Alors vraiment, c'est subjugant ça comme information. Il s'agit bien de réguler et d'empêcher, c'est l'exemple que Madame la ministre vous donniez tout à l'heure, que 400 médecins, voilà, l'année dernière c'était 400, aillent et souhaitent s'installer dans une zone déjà dotée. C'est ça la régulation. Voilà. C'est absolument pas de les empêcher de s'installer dans un département ou dans un autre, qu'il soit attractif ou autre. C'est exactement ce que j'expliquais. Une surinstallation dans des endroits dont on estime qu'ils ne sont pas... ils sont toujours indispensables. Vous avez déjà pensé à être sénateur Ils n'apportent pas en matière de régulation. Je trouve regrettable qu'on s'arc-boute ici sur une proposition dont vous l'avez dit vous-même, Madame la rapporteure, qu'elle a été votée ici et qu'elle est quelque part. Merci, cher collègue. Qu'elle est quelque part et qu'elle n'est d'aucune utilité aujourd'hui. Merci. L'amendement numéro 5 n'est pas soutenu. L'amendement numéro 19 de Mme Chouiris, défendu. L'amendement 34, Mme Le Héroux, défendu. Il est en partie défendu, mais je vais quand même dire un mot à Madame la ministre concernant son choix d'efficacité. La proposition qui est faite ici... En partie défendu, non mais... Elle invente des nouveaux termes. Un médecin oh là 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 là. Et un excellent article de l'Humanité aujourd'hui nous dit que plusieurs médecins, du syndicat des médecins généralistes, mais pas seulement, le secrétaire général de MG France également, décrit des situations où des médecins sont arrivés dans les lieux sans matériel mis à disposition, sans communication auprès des patients, donc sans prise de rendez-vous et surtout une impossibilité de faire le cœur de notre métier, c'est-à-dire une médecine de suivi. Je cite donc le secrétaire général de MG France. Donc je pense que ce que vous proposez ici à l'article 1 de la poudre de perlimpinpin. Ne marchera pas, encore moins que ce sur quoi nous souhaitons avancer, c'est-à-dire une certaine régulation et le rétablissement de l'article 1 de l'Assemblée nationale. Amendement en discussion commune, le 23 rectifié. Monsieur Fichet, est-ce qu'il est défendu ? Il est défendu. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur ces 3 amendements identiques et ces 4 amendements en discussion commune ?
Rapide. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors oui, je crois que nous sommes tous préoccupés par l'amélioration de l'accès aux soins, mais effectivement, nous ne prenons pas le même chemin. Donc, si l'objectif poursuivi est légitime et largement partagé, la régulation coercitive de l'installation apparaît néanmoins inadaptée à la réalité de la crise que traverse notre système de santé. Et peut-être que j'aurai droit à un peu plus de 2 minutes, Monsieur le Président, parce que non. 4 amendements à expliquer. Le problème auquel nos territoires sont confrontés non, s'il te plaît. à la seule répartition des praticiens, qui est une pénurie médicale. Moi, j'ai envie d'aller prendre mon goûter. Et qui frappe désormais l'immense majorité du pays. L'arithmétique est têtue. Aucune clé de répartition territoriale de médecins, même optimale, ne saurait répondre seule aux difficultés que nous traversons. Il importe donc de ne pas surestimer l'efficacité de la mesure que les 4 amendements, alors en fait il y en a eu 3, le 34 et le 19, oui c'est ça, proposent de réintroduire, d'autant que dès lors qu'elles ne touchent que le flux d'installation et non le stock de médecins installés, parce qu'on n'en a pas parlé de ça, il faudra plusieurs années avant que ces effets ne deviennent perceptibles. Mes chers collègues, régulation ne veut pas dire meilleure répartition ou bonne répartition, loin s'en faut et vous le savez. Si. Par conséquent, c'est déjà un pas dans cette direction. Renforcer l'offre de soins médicaux apparaît comme un corollaire nécessaire à l'efficacité de toute mesure restrictive sur l'installation. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attelle la je suis violent quand je perds patience. Adoptée par le Sénat, qui contient une batterie de mesures, 25 articles pour favoriser le partage des tâches. C'est d'ailleurs qui avait été commencé avec par contre, le bot est fou, là. Faciliter l'exercice des PADU et libérer du temps médical. Dans ce contexte, les 3 amendements de rétablissement risquent avant tout de déplacer la rareté plutôt que de la résorber au bénéfice des territoires sous-dotés perçus comme les plus attractifs dans les moyennes et grandes villes sans améliorer pitié, non, pas plus d'UDR que de RN. La situation est en vrai, oui. Mais je sens que je vais dire beaucoup de choses. Il y a effectivement des territoires je vais dire beaucoup de choses et je risque de perdre patience très facilement. Complètement des déserts. Au moment même où le dialogue avec la profession déjà fragilisée doit être préservé, par contre, je ne demanderai pas à aller sur place. À la liberté d'installation, reconnue par la loi comme principe fondamental de l'exercice libéral et défendu vigoureusement par l'ensemble des syndicats. Vous évoquiez la régulation pour l'installation des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des chirurgiens dentistes. Tout cela a été décidé lors des négociations conventionnelles et non par le législateur. C'est pourquoi la Commission a substitué à cette logique de coercition une logique de responsabilité et de solidarité territoriale en réintroduisant à la place de l'article 1er des dispositions analogues à celles des articles 3 et 4 de la proposition de loi Mouillé. La rédaction de l'amendement numéro 23 est plus nuancée, puisque la contrainte sur le conventionnement serait levée après un exercice d'un an en zone sous-dense ou d'un an et demi en zone normalement dotée. Toutefois, dès lors qu'il s'agit d'une atteinte directe à la liberté d'installation et non d'un aménagement de cette dernière, la Commission estime qu'il est préférable de maintenir sa rédaction, qui produira du reste davantage d'effets sur la répartition territoriale des médecins sur le moyen terme, puisque l'obligation d'exercice partiel en zone sous-dense pèserait de manière pérenne sur les médecins s'installant en zone surdense. Vous l'avez compris, mes chers collègues. REP, c'est quoi REP ? C'est un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Merci, Madame la Ministre. Défavorable. Défavorable sur l'ensemble des 4 en discussion. Voilà, il n'y avait pas besoin d'élaborer. Défavorable et puis c'est tout. Avec quelques mots, Monsieur le Président, et en particulier sur l'amendement 23, parce que... LR, il n'y a pas de niche, c'est le groupe majoritaire. À moins qu'ils perdent leur majorité à la rentrée. Il y a 4000 jeunes médecins qui vont devoir exercer pendant 1 an dans un territoire sous-doté, faire 1 année supplémentaire à leur cursus. Il nous a dit que dans son département, ça représentait 28 médecins. Je laisse à chacun le soin de faire le calcul. C'est un apport qui va être très significatif, mais il faut qu'il soit bien organisé. Et si dans certains départements, les choses se passent bien, et bien organisé, ça veut notamment dire que, effectivement, les maîtres de stage soient en face des étudiants et dans des territoires sous-dotés, mais on n'a pas laissé la ministre, on lui a pas laissé le temps de finir cette explication-là, eh bien, ça va apporter un temps médical supplémentaire conséquent. Or, l'amendement 23, il propose qu'à l'issue de cette année, on demande aux jeunes de faire Horizon encore est un groupe minoritaire à l'Assemblée, au même titre que Modem. Je voudrais rappeler que... C'est pour ça que l'Union centriste aussi au Sénat a le droit à sa niche, parce que c'est un groupe minoritaire. Le groupe majoritaire n'a pas le droit à la niche. 2 tiers de jeunes parce que oui, forcément, ils détiennent la main sur la moitié de l'ordre du jour sur l'année. Donc c'est bon. En plus de cette année qu'on leur demande de faire, encore 1 an de plus. Si tu veux, je ferai un point là-dessus sur les groupes majoritaires, minoritaires et d'opposition après la niche.
Parce que c'est nous qui allons leur imposer pour ça. comprendre les équilibres en jeu. C'est eux qui sont responsables de la situation actuelle. Moi, j'ai en permanence en tête la situation des personnes qui ont des difficultés à trouver un médecin. Mais je sais que ce n'est pas en traitant comme ça de jeunes professionnels qu'on va améliorer la situation, parce que ça a été dit, les phénomènes d'échappatoire, ils existent. Les phénomènes de sortie du système, ils existent et on les connaît. Et à l'arrivée, on va se retrouver avec une perte d'attractivité. L'énergie que nous avons à mettre ces semaines-là, c'est de renforcer l'attractivité de la 4e année. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Élisabeth Doineau. Oui, alors pourquoi je ne voterai pas ces amendements? Parce que 2 points. Le premier point, c'est qu'en fait, il est dit qu'on remplacerait 1 pour 1. Mais c'est complètement perdre notion de ce qu'est aujourd'hui l'exercice de la médecine. J'ai perdu toute foi en l'humanité. On sait que les médecins qui exercent... On va même pas aller au bout des premiers amendements. Un peu à la manière, je dirais, ancienne. Quand ils sont remplacés, il faut souvent plus de 2 médecins. Et donc, c'est pour ça que l'association des maires n'est pas d'accord avec cette proposition. C'est qu'en fait, ils vont perdre du temps médical, et notamment dans les moyennes communes. Et donc ça, c'est important de le reconnaître. Et d'ailleurs, la Fondation Jean Jaurès, c'est ce qu'elle dit aussi. Attention à quel périmètre, à quel baromètre, en quelque sorte, on se fie. Parce qu'aujourd'hui, on parle de temps médical. On ne parle pas d'un professionnel de santé qui va remplacer un autre professionnel de santé. On parle de temps médical. La deuxième option, c'est... Mais oui, je vois le nombre de clips là qui augmente à côté. Je me dis, mais qu'est-ce que tu trouves à clipper? Parce que pour moi, je t'imagine, en fait, tu clips, puis tu clips, puis tu cliques, et en fait, tu regardes pas et tu clips comme ça, là. Matin, midi et soir. Et là, ils suspendraient la décision. Genre, t'es comme un ouvrier à la chaîne, tu sais. Hop, ça clip. Ça me laisse un peu... Hop, ça clip. Vraiment, hop, ça clip. Voilà, perplexe. Et sinon, la dernière chose, c'est que... Non, mais... vite, Monsieur le Président, mais en même temps, on perd ses idées. Hein. Par 40 secondes, donc il n'y a pas de souci. Je vois déjà toutes les pressions qu'il subirait, ces directeurs d'ARS, je vais te mettre une pression, tu vas voir. Dans telle commune, dans telle... Je vais me boire une pression après ça. Je vais aller me prendre une bière. Attention, l'abus d'alcool peut-être dangereux pour la santé et à consommer avec modération. En réalité, ça ne tient pas debout, et cette proposition-là, elle est obsolète. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre au vote... Alors, je suis saisi d'un scrutin public pour ces 3 amendements identiques. Le scrutin est ouvert. Bon, voilà. On va pouvoir voter 3 amendements. Avec un défavorable, du gouvernement et de la commission. Ça me paraît... Ah ouais. Non, je savais pas que c'était foutu comme ça sur tablette. Moi, sur PC, le truc, il est même trop précis et j'y passe un temps fou, moi, dès que je dois faire un clip. Pouf. Ah ouais, sur tablette. Ah, par contre, ça doit peut-être être plus pratique, en vrai, sur tablette. Jamais eu de tablette. Enfin, si, j'en ai une, mais c'était plus une parodie de tablette qu'autre chose, quoi. Plus personne ne demande à voter? Non, c'est bon, on peut y aller. C'est bon, le scrutin est clos. Allez. On n'a pas eu l'affichage du scrutin tout à l'heure. Hein. Votant 342, exprimé 342, pour 106, contre 236. Ces amendements ne sont pas adoptés. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le même vote pour le 23 rectifié terre, puisque j'ai aussi une demande de scrutin public dessus? C'est bon? Pas d'opposition, voilà. Donc, on balaye. Et nous passons à l'amendement 32 de M. Buval. Allez, plus que 41 amendements à faire en 11 minutes. La présente proposition de loi a pour objectif de faciliter l'accès aux soins dans les déserts médicaux en conditionnant l'installation des médecins dans les zones surdotées à l'exercice d'une activité partielle dans les territoires sous-dotés. Aussi, afin de faciliter la mise en œuvre pratique de ce dispositif, je vous propose de voter cet amendement qui prévoit que cette activité à temps partiel puisse être réalisée par le recours à la télémédecine, tel que défini à l'article 6316-1 du Code de la santé publique. En effet, plus de 3 Français sur 4 résident dans un territoire confronté à des difficultés d'accès aux soins. La télémédecine s'est imposée comme un outil efficace pour améliorer la prise en charge des patients et réduire les inégalités territoriales de santé.
Elle permet notamment d'apporter une réponse adaptée dans certaines spécialités médicales, y compris dans les territoires les plus isolés, qu'il s'agisse des zones rurales ou des collectivités ultramarines. C'est bizarre ça, ouais. En pratique, l'exercice partiel requis dans les sous-dotés, plus que 10 minutes. Prévu par le présent projet de loi, je préviens, à 4 heures, je prends mon 4 heures. Des contraintes géographiques J'en ai rien à foutre. Organisationnelles importantes. Attendez, les déplacements réguliers des praticiens ne sont généralement envisageables que vers des zones limitrophes des territoires déjà surdotés, limitant ainsi malheureusement la portée du dispositif. En permettant que tout ou partie de cette activité partielle soit réalisée à distance dans le cadre de la télémédecine, le présent amendement offre une solution pragmatique pour élargir le champ des territoires pouvant bénéficier de l'intervention de ces professionnels de santé. Il contribue ainsi à renforcer l'accès aux soins dans les zones les plus fragiles, tout en assurant une mise en œuvre plus souple et plus efficace de la mesure. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, l'avis de la commission. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je suis moi-même, à titre personnel, très favorable à la télémédecine, à la téléconsultation, etc. C'est une partie des réponses. Malheureusement, les effets juridiques de cet amendement ne sont pas ceux que vous souhaitiez. Il se borne en fait, au vu de son imputation, à exiger que les zones sous-denses soient déterminées pour les spécialités dont l'installation peut être conditionnée à une activité en télémédecine, sans préciser le cadre dans lequel s'établirait une telle obligation d'exercice. Par conséquent, il est dépourvu de portée opérationnelle. Il faudrait à minima modifier les articles L4131-8 et L41-31-9 du Code de la santé publique pour indiquer que l'installation peut être autorisée en zone sous-dense en contrepartie d'un engagement d'exercice partiel en télémédecine et préciser les conditions de cet engagement. Voilà, je regrette donc que ça n'a pas été aussi bien approfondi. On ne peut pas présenter un tel amendement, voyons. Médicale plafonne à 20%. Tu ne peux pas modifier les articles si tu prévois ton amendement. C'est qu'il y a des acteurs de la télémédecine qui souhaiteraient que ce plafond soit augmenté. Donc, plafonne à 20% du volume d'activité globale la part d'actes réalisables en télémédecine. Donc, pour ces raisons, et encore une fois, tout en étant favorable à la télémédecine, la Commission demande le retrait de cet amendement. À des fois, il serait défavorable. C'est ça, oui. Merci, Madame la rapporteure. Tu ne peux pas modifier les deux articles. L'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai globalement le même avis que... tu dis j'ai globalement le même avis, tu te rassois. La téléconsultation, la télémédecine, nous devons... je peux vous dire que la présidence du Sénat... nettement en dessous je vais te resserrer tout ça, moi. Dans les autres pays, on a une marge très importante d'amélioration de l'accès aux soins avec la téléconsultation, notamment lorsqu'elle est accompagnée par un professionnel de santé. Malheureusement, l'écriture me demande plutôt une demande de retrait, sinon avis défavorable. Merci, je vais donc soumettre cet amendement avec un double avis défavorable. Qui est pour? C'était si compliqué de dire ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons à un amendement 57 de la Commission, Madame la rapporteure. Rédactionnel, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Favorable. Qui est pour? Un amendement rédactionnel. Contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Monsieur Théophile, l'amendement 11 rectifié. Cet amendement vise à enrichir les critères retenus pour identifier les territoires confrontés à des difficultés d'accès aux soins. Aujourd'hui, le zonage repose principalement sur des indicateurs de densité médicale. Il y a un monde, on y va. Un territoire peut présenter une densité théoriquement satisfaisante tout en laissant une partie de sa population éloignée des soins. C'est particulièrement vrai dans les Outre-mer où l'insularité, la double insularité, les contraintes de transport sanitaire ou encore l'absence de spécialistes pèsent lourdement sur l'accès aux soins, mais également le cas de nombreux territoires ruraux, de montagne ou enclavés de l'Hexagone. Je propose que ces réalités soient pleinement prises en compte dans l'appréciation des besoins. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le nombre de médecins sur une carte, c'est la capacité réelle de nos concitoyens à accéder à un médecin, à un spécialiste ou à un plateau technique dans des délais raisonnables. Je vous invite à voter cet amendement et les réponses qui seront données ne seront pas en phase avec cela, mais il faut prendre conscience de tout cela. Madame la rapporteure, quel est l'avis? Le président, il n'en peut plus, il est comme moi, il est saoulé. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je rassure mon collègue, nous sommes à l'écoute des territoires d'outre-mer, surtout dans cette maison, il le sait, mais si. Et nous comprenons bien sûr l'intention de l'auteur qui se bat sans relâche pour que les spécificités des territoires insulaires soient prises en compte dans la politique nationale d'accès aux soins. Pour autant, dans les faits, l'amendement semble pratiquement satisfait dans son intention, puisque le territoire des départements et régions d'outre-mer est déjà largement catégorisé en zone sous-dense.
100% de la population de Mayotte, tout va bien, Madame de la Guyane Marquise. et de la Martinique, et près de 90% de la population guadeloupéenne vivent déjà dans des zones catégorisées comme telles, sans compter que certaines zones dites non sous-denses sont catégorisées comme quartiers prioritaires de la ville. La détermination du caractère sous-dense d'un territoire prend également en compte la sinuosité des trajets et l'absence de possibilité de recourir dans les Outre-mer à des professionnels exerçant dans des départements limitrophes. En outre, la rédaction retenue ne s'appliquerait qu'aux médecins, tandis que les contraintes liées à l'insularité, à l'enclavement ou à l'éloignement géographique concernent toutes les professions de santé. Enfin, la rédaction présente un niveau de détail excessif et certains éléments listés apparaissent redondants entre eux. La notion de double insularité n'est par exemple pas consacrée dans le Code de la santé publique. Donc c'est pour ces raisons que je vous demande un retrait ou à des fois un avis défavorable. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. L'avis du gouvernement. Même avis. Et donc soumettre au vote cet amendement avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ouais, je prends part au vote. Qui est pour? Je suis devenu sénateur. Ah, faut compter. 10, 12, 14, 16, 17. Qui est contre? C'est parce que j'ai levé la main, ça y est, ça lui a fait perdre son compte. Ah, il est adopté. Nous passons à l'amendement 24 de M. Jomier. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez bien, comme mes deux amendements portent sur le même article et la même oui, discussion commune. Présenter ensemble brièvement. Donc, ce sont deux amendements qui sont relatifs à l'activité secondaire qui est prévue des médecins. Le premier amendement porte sur le délai de réponse du Conseil départemental de l'ordre. Je crois que là, on doit simplifier. Enfin, on est d'accord qu'il faut que quand ce type d'activité peut se mettre en place, il faut que les procédures soient rapides. Le délai qui est prévu pour que le Conseil départemental réponde est 6 semaines. Et moi, je souhaite qu'il soit abaissé à 4 semaines. Donc, pour ne pas reprendre la parole. Après, j'ai entendu polluant sur la proposition sur l'audiovisuel. Nous dire alors, le mois d'août, le Conseil départemental. Taillé polluant, oui. Mais les conseils départementaux, sur l'audiovisuel, non. Mission de service public. Je me souviens pas précisément. Remplir leur mission de service public. Et si l'ordre des médecins continue à ne pas remplir correctement ces missions, taillé polluant, oui. Discuter de l'application du rapport de l'inspection générale. Non, bah non, je vois pas. J'ai pas suivi la niche écolo à l'Assemblée. L'ordre national et donc des ordres départementaux des médecins. Donc à un moment, voilà, ou alors ils suspendront leurs indemnités pendant le mois d'août. Mon deuxième amendement porte sur la capacité, les critères qui sont donnés aux conseils départementaux pour accepter ou pas cette activité secondaire. Moi, je souhaite que l'ensemble soit renvoyé allez, j'en ai marre, je casse la graine. Au Conseil d'État. Bon appétit. Le rapporteur souhaite, on va dire, donner un cadre à ce décret en parlant du respect des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives. Bon, ça, c'est une bonne idée, voilà. Sur le fait que respecter les dispositions d'expédier les amendements réglementaires, normalement, va un peu de soi et ne devrait pas avoir besoin d'être précisé dans un texte de loi. Là aussi, on peut simplifier. Mais ce qui m'interpelle dans la position de la rapporteure, c'est qu'il pourrait être fait obstacle à l'ouverture d'un cabinet secondaire sur ce type de critères de qualité et de sécurité des soins, alors que le même praticien exerce dans un cabinet principal. Donc il y a là une incohérence, je trouve, qui fait que j'ai déposé cet amendement pour renvoyer cette question complètement à l'arrêté du Conseil d'État. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements? Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes interrogés sur le quantum à retenir pour le délai de prévenance préalable à l'ouverture d'un cabinet secondaire. Il est aujourd'hui de 2 mois. Nous avions opté pour 1 mois dans le cadre de la proposition de loi de Philippe Mouiller, je le reconnais bien volontiers. C'est vrai que dans la vraie vie, je me suis dit c'est un peu dommage de mettre un délai si ce délai n'est pas respecté. C'est pour ça que j'avais un peu coupé la poire en deux et proposé 6 semaines. Parce qu'effectivement, le CNOM nous a alerté sur les difficultés que pourrait susciter un délai aussi court. Celles-ci tiennent à la fois au temps incompressible pour examiner les dossiers et à l'existence de certaines périodes particulières. Dans l'année, j'avais pas vu une minute. La commission est donc dans 1 minute, finito. Pour maintenir le signal qu'il est nécessaire accrochez-vous d'accélérer ces procédures sans mettre en danger la qualité. J'essaie d'expédier le biscuit en 1 minute. Elle a fixé à 6 semaines le délai minimal de prévenance. Donc ce serait un avis défavorable sur l'amendement numéro 24.
Et le 25 aussi, du coup ? Et sur le 25, si vous voulez que je fasse court, je vais dire que c'est un avis défavorable également. Voilà. Vous voulez, madame la rapporteure, au point où l'on est, de toute façon. Je vais être réglo. Non, mais comme vous voulez. C'était pas méchant. Non, mais madame la rapporteure, vous avez la parole, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que vous vouliez que je... Ah non, pas du tout. J'ai cru que dans votre argumentaire, vous parliez également du 25. Non, c'était que le 24. Voilà, pardonnez-moi. Donc, sur le 25. Embrouille au Sénat. Dans le cadre fixé par l'article 1er, l'encadrement de l'ouverture du cabinet secondaire peut devenir une composante à part entière de la liberté d'installation des médecins, dans la mesure où l'installation des médecins généralistes, dans certains cas, bonne année, surdense pourrait être conditionnée à cet exercice partiel en zone sous-dense. Vous l'avez compris, je suis soucieuse de préserver une liberté d'installation effective, quoique encadrée pour les médecins libéraux. La Commission estime donc pertinent dans ces conditions d'apporter des garanties légales au droit d'ouvrir un cabinet secondaire et au régime de simple déclaration préalable qui le régit. Renvoyer à un décret en Conseil d'État sur lequel nous n'avons pas la main. Les motifs d'opposition à l'établissement d'une activité secondaire risqueraient donc de priver de portée effective la liberté d'installation aménagée telle qu'admise par la Commission. Ce d'autant que les motifs de refus inscrits à l'article 1er sont moins nombreux que ceux qui prévalent aujourd'hui par voie réglementaire. Ce qui m'avait aussi interpellée, c'est quand un président de conseil départemental de l'Ordre des médecins m'avait dit qu'il était défavorable au cabinet secondaire parce qu'il n'y avait pas de continuité des soins. Donc je pense qu'il faut l'encadrer. Et alors, défavorable à l'amendement. Je ne vais pas prolonger l'intervention. Merci. Madame la ministre. Je suis favorable aux deux amendements. Je vais donc soumettre au vote ces deux amendements. Alors le premier, le 24, avec un avis défavorable de la Commission et un avis favorable du gouvernement, qui est pour. Pardon. Qui est contre. Alors, qui est pour? Voilà. Dès que je vote, ça fout le sbeul. Hein. Ceux qui lèvent la main. Bah oui. 2, 3, 4, 5, 6. Qui est contre? 8. Coucou gouvernateur. Bienvenue sur cette fin de niche. Il n'est pas accepté. Le 25, même vote. Même vote. Eh ben oui, Nous passons à l'amendement 41 rectifié de M. Chassaing. Ah, on continue. On joue les prolongations. Président, mes chers collègues, cet amendement vise à permettre à un médecin de... Ça va toi, gouvernateur? Dans 2 ordres départementaux différents en cas d'ouverture de... Nous, on a vu notre première obstruction sénatoriale. Ça y est. Ça y est. Cela apparaît indispensable afin de faciliter les relations avec le conseil de l'ordre compétent du département du lieu d'exercice secondaire. Merci, mon cher collègue. C'est quand c'est fini qu'ils accélèrent. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le Conseil national de l'Ordre des médecins, avec qui nous avons échangé sur la rédaction de cet article, a évoqué avec nous le sujet de l'inscription à 2 conseils départementaux de l'Ordre distincts comme une difficulté d'application et un point majeur d'attention à avoir. Telle situation n'apparaît en effet pas pouvoir se traduire opérationnellement. C'est donc un avis défavorable, à défaut d'un retrait. Madame la Ministre. Même avis. Retrait. Très bien, Madame Souris, amendement 48. Ouais, on continue, rien à foutre. Bon. Eh bien, en tout cas, cet amendement prétend... Allez, plus que 35 amendements. Les obligations d'exercice on peut faire ça. Prévues dans le texte issu en commission. En l'état, le dispositif repose sur une notion insuffisamment définie. Combien d'actes, quelle durée minimale, quelle régularité, quelle continuité pour les patients. Donc c'est pas adopté. Il faut donc poser un principe de proportionnalité. L'engagement demandé aux praticiens risque soit d'être trop faible pour améliorer l'accès aux soins. Je vous avais dit, on va jouer les prolongations. Je vous l'avais dit. Dans sa zone principale et pourrait donc légitimement créer du mécontentement. Dans les 2 cas, l'article 1er. Bon, on se retrouve à minuit. Avec une portée incertaine, notre objectif est de mettre en évidence cette fragilité, de demander un encadrement plus précis dans le décret qui sera pris par le pouvoir réglementaire. Merci. Merci, Madame la rapporteure. L'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Mais tu dis juste défavorable et puis tu retournes à ta place. C'est bon, là. L'article 1er, que l'engagement d'exercice à temps partiel concerne une activité secondaire. Je serais infernal en prison du Sénat. Le but de cet article 1er est, faut-il le rappeler, de concilier la nécessité d'agir pour une meilleure répartition de l'offre de soins médicaux sur les territoires avec la liberté d'installation des médecins. Il n'est donc pas question que l'engagement d'exercice à temps partiel constitue l'activité principale. On va partir sur un live karaoké pendant que ça vote derrière. Pas précisément la quantité d'activité attendue.
mais c'est à la loi de l'inscrire. Mais c'est uniquement car cela relève des Je sors mon micro à karaoké. réglementaires. Allez, à vous. L'avis sur cet amendement est un avis défavorable pour le 48. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Même avis. Donc je vais mettre au vote cet amendement avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Je avais dit avis défavorable. J'étais pour, pardon. Nous passons à l'amendement 39 rectifié, Monsieur Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Il est indispensable de garantir à chaque Français l'accès de médecins traitants. Afin de remédier à cette situation, cet amendement vise à ce que tout médecin exerçant à titre libéral. Moi, j'aime bien le karaoké. J'en fais avec mes amis et c'est vrai que c'est sympa. Défini par l'ARS, est tenu de conclure une convention prévoyant Big up à Hugo, son activité dans une zone sous-dense au minimum 2 jours par semaine. Et 2 jours par semaine. Pardon, ça y est, je suis parti. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi renvoie aujourd'hui la fixation du nombre minimal d'actes réalisés dans le cadre de l'engagement d'exercice partiel en zone sous-dense à un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins. Il semble souhaitable de maintenir cette souplesse et de permettre, le cas échéant, au gouvernement je te vois clipper, hein, 75. Des inégalités d'accès aux soins constatés et en concertation. J'ai hâte de regarder tous les clips après. La durée proposée par l'amendement numéro 30. Tiens, on fera un tour des clips après. 2 jours par semaine est par ailleurs particulièrement élevée, sans doute excessive, mais 2 jours, c'est en fait ce qui est important, c'est le nombre d'actes réalisés. Donc la Commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Eh ben, c'était compliqué. Défavorable. Voilà. Monsieur Chassaing. Non. On vote. Si vous voulez, je pense que lorsqu'on va dans une activité secondaire, 1 jour par semaine, ce n'est pas suffisant parce que on peut avoir des malades à revoir. Au moment où tu publies le clip, j'ai envie de relancer. Madame la ministre s'engage à ce que, bien sûr, par décret, ce soit un temps efficace. Moi, je retire mon amendement. Sinon, je le maintiens. Ah bon, il est retiré. Bon, je suis saisi d'un scrutin public sur cet amendement. Ah bah merde. Je vous invite donc à voter. Le scrutin est ouvert. Et encore 3 amendements et on va au bout de l'article 1. On y croit, les gens. On y croit. Le bout de l'article 1. Debout, l'article 1. Et on y croit. Ah bah oui, je suis d'accord. Hein. Pour avoir vu un petit peu le phénomène, effectivement. Et puis il est parfaitement au courant. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il en joue. Oh putain. Le prochain, c'est le 40. Rectifié bis. C'est-à-dire que 39 rectifié, c'était pas suffisant. Il faut un 40 rectifié bis. Non, il n'y a pas de musique. Ça me stresse là, ce vide. C'est fini ? Monsieur Théophile, vous avez voté pour l'ensemble du groupe ? Ah, c'est les gens qui votent au nom de l'ensemble du groupe. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, attendez. Là, regardez ici. On le voit, Théophile qui est en train de voter pour son groupe. Ah bah, on a voté ? Si, pardon, Madame Bornani. On l'avait vu en direct sur sa tablette en train de pianoter. Donc en fait, il a délégation pour tout son groupe. C'est pas très constitutionnel, ça. Hein. Personne n'a voté. Le scrutin est clos. Voilà, je reste Votant comme ça. 339, exprimé 321, pour 36, contre 285. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 40 rectifié bis de Monsieur Chassaing. Monsieur le Président, cet amendement prévoit que tout médecin installé en médecine générale souhaitant s'installer en zone surdotée devra s'engager pour une durée déterminée à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, sauf s'il y a une installation d'un confrère dans cette zone sous-dotée. Merci. Rapporteur, quel est l'avis de la Commission ?
Merci, Monsieur le Président. Défavorable, va te rasseoir. Je voudrais remercier notre collègue Chassaing d'avoir rectifié son amendement qui soulève une question pertinente. Il convient en effet de réévaluer à intervalles réguliers l'obligation d'exercer à temps partiel en zone sous-dense afin que... Non mais moi, en tant que président du Sénat, Madame la rapporteure, votre avis? Oui, il est défavorable, hein, c'est ça. Non mais allez vous rasseoir, il est défavorable, c'est bon, allez, on avance. Madame la ministre, défavorable aussi, allez, c'est bon, hop, on passe au vote, hop. Il n'est pas adopté, hop, c'est bon, article suivant, défavorable, hop, on enchaîne. Double avis favorable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Nous passons. J'ai pas eu le temps de voter. Madame Souris. Alors, je vais être rapide. Il faut que le décret demandé précise les critères de proximité géographique afin d'en clarifier la portée réelle pour les médecins comme pour les territoires concernés. Merci. Oh, plus qu'un. La rapporteure. Plus qu'un. Commission. Ça sera un avis défavorable, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Les médecins bénéficient d'une liberté d'installation. Non mais c'est bon, tu peux te rasseoir. Sous-dense pour déterminer le lieu où il s'engage à exercer à temps partiel en contrepartie de son installation en zone surdense. Exiger que la zone sous-dense d'exercice à temps partiel soit à proximité de la zone surdense d'activité principale ne semble pas vertueux, car cela limiterait le médecin dans le choix de son lieu d'exercice à temps partiel. Un médecin peut tout à fait préférer exercer partiellement dans une zone sous-dense plus éloignée de son lieu d'installation, mais par exemple à proximité de membres de sa famille ou d'amis s'il le souhaite. Ce d'autant que l'amendement évoque la proximité géographique, alors que la principale contrainte n'est pas la distance entre les lieux d'exercice, mais bien le temps de trajet. En outre, cet amendement conduirait à ce que des zones sous-denses, loin de toute zone surdense, ne puissent bénéficier de l'amélioration de l'accès aux soins attendus de l'application de l'article 1er. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, c'est un avis défavorable. Madame la Ministre. J'ai les mêmes arguments, même avis. Je vais donc mettre au vote cet amendement avec un double avis défavorable. Elle s'est pas levée. Je demande un rappel au règlement. Qui s'abstient, il est rejeté. Nous passons à l'amendement 15 rectifié, Monsieur Théophile. Bah oui, parce que c'est une rapporteure et une ministre. C'est un amendement de bon sens qui vise à adapter le dispositif de régulation de l'installation des médecins spécialistes aux réalités ultramarines. Le texte prévoit qu'une installation dans certaines c'est le dernier amendement. On va passer au vote. Départ concomitant d'un autre praticien de la même spécialité. Cette logique peut se comprendre dans des territoires fortement dotés, mais elle devient contre-productive lorsqu'une spécialité est déjà absente ou manifestement insuffisante. Dans les Outre-mer, l'étroitesse du marché médical, l'éloignement géographique... Quoi, tu préférais que je dise que le boulot de rapporteur et celui de ministre, c'est un boulot d'homme, c'est ça? Et que la place de la femme, c'est à la cuisine? Lorsqu'un spécialiste n'exerce pas dans une discipline donnée ou que l'offre est manifestement insuffisante, l'autorisation d'installation soit délivrée de droit. Il s'agit simplement de permettre à des médecins de venir exercer là où il manque le plus. Merci Madame la rapporteure. Quel est l'avis de la Commission? Défavorable, va te rasseoir. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous comprenons bien sûr l'esprit de cet amendement. Ce dispositif ne doit bien évidemment pas déstabiliser l'accès aux soins dans les Outre-mer. Pour autant, cet amendement apparaît satisfait par le contenu de l'article 1er. Je rappelle que l'autorisation d'installation serait accordée de droit dans tous les territoires qui ne se constitueraient pas des zones surdenses déterminées. Oh, espèce de vilain! Ou groupe de spécialité. A fortiori, l'autorisation d'installation serait bien de droit dans tous les territoires. Ah la vache, ah je l'avais pas vu venir celle-là. D'une spécialité médicale est ok, je dois m'avouer vaincu, vous êtes démoniaque. À titre illustratif, je rappelle par ailleurs que le dernier zonage pour les médecins généralistes classe notamment 100% de la population de Mayotte, de la Guyane et de la Martinique, ce que je vous disais tout à l'heure, comme habitant en zone sous-dense, ainsi que pratiquement 90% de celle de la Guadeloupe. C'est donc une demande de retrait, ou à des fois un avis défavorable, parce que satisfait. Madame la Ministre. Favorable. Favorable. Je vais mettre au vote cet amendement 15 rectifié avec un avis défavorable de la Commission et favorable du gouvernement. Qui est pour? C'est pas souvent qu'il y a des avis partagés comme ça. Pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas accepté. Nous passons au vote de l'article 1er avec une demande de scrutin public. Oui, mais Madame Le Héroux, je suis désolé, mais en fait, quand j'appelle à voter et que personne ne lève la main, je ne peux pas comptabiliser les gens qui ne lèvent pas la main. Non, voilà. Je vous promets, vous étiez 2 dans le groupe socialiste à voter. Moi, je veux bien, je peux pas. Je rappelle à chaque fois qui vote. Et je tac. Voilà. C'est votre niche. Et concrètement, à titre même personnel, je suis désolé. Mais il faut lever la main pour voter. Je vais donc mettre au vote cet article 1er. Oh là 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 là. Et je suis saisi d'un scrutin public. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup après l'article 1er? Parce que là, il y a les articles additionnels avec...
Il y a 4 amendements. Ensuite, il y a l'article 1er bis qui a été supprimé, mais qui va être tenté d'être réintroduit avec 5 amendements. Et ensuite, on passe à 2, 3 additionnels, etc. quoi. Donc, il n'y a personne qui parle. Est-ce qu'on s'arrête après le vote de l'article 1er? Comment on fait? Soyez un arbitre pour présider à la séance. Attendez, je vais vous montrer là. Regardez, hop, là ici, le sénateur ici qui est en train de voter pour son groupe. Demande à voter. Ah bah, à chaque fois, putain. Alors, monsieur Chassin. Ah oui, donc ils ont une plus grosse tablette pour voter pour leur groupe. Ok. Bah on va voir ce que ça va donner. Parce que là, on a un petit peu joué les prolongations pendant déjà un quart d'heure. Hein. À l'Assemblée nationale, c'est niette. Hein. Bon, est-ce qu'on peut avoir le résultat? On aille se coucher là parce qu'il commence à être tard. Hein, c'est pas tout ça, mais ça va être l'heure d'aller se coucher. Il est 16h15. La journée a été longue. Hein. Et en même temps, non, pour moi, ça fait déjà 6h15 de stream. Aïe. Là, tu appuies là sur le bouton. Le bouton. Demande à voter, monsieur Chassin, c'est bon? Le scrutin est clos. Ah bah dis donc, ça aura pris 20 ans. Hein. Votant 342, exprimé 333, pour 215, contre 118. L'article est adopté. Madame la ministre, mes chers collègues, je constate que nous arrivons au terme de l'espace réservé au groupe socialiste, écologiste et républicain et qu'il ne sera pas donc possible d'achever l'examen de cette proposition de loi. Il revient donc à la conférence des présidents d'inscrire la suite de cette proposition de loi à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Je vais donc lever la séance. Prochaine séance le lundi 15 juin à 16h pour les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat. La séance est levée. C'est bien, il a répondu à une de mes questions que je me posais et voilà que je n'avais pas encore formulée. C'était, du coup, maintenant que l'article 1 a été voté, quel avenir pour le texte, vu qu'il n'est pas allé au bout de la procédure? Eh bien, en fait, ils vont reprendre l'examen du texte tel qu'il était, à moins qu'ils réinscrivent un nouveau texte. Ça, c'est intéressant de voir ça, par rapport, parce que je crois qu'à l'Assemblée nationale, par contre, si votre texte n'a pas pu aller au bout, c'est fini. Tu recommences, t'es gentil, tu recommences à la case départ et tu me fais pas chier. Donc l'article 1, malgré les... Non, je crois qu'il n'y a aucun amendement qui est passé. Bah oui, il a été voté puisque du coup, c'était celui qui avait été réécrit par la commission. Ok, donc c'est la fin de cette niche parlementaire sénatoriale des socialistes. C'était donc la dernière niche parlementaire sénatoriale sur le renouvellement partiel du Sénat 2023-2026. La prochaine niche sera prévue une fois que le Sénat aura été renouvelé, donc à partir de la milieu-fin octobre. Voilà, et donc on verra ça pour savoir quel groupe va commencer, quel sera son ordre du jour, etc. Comme d'habitude, je vous tiendrai au courant. Je pense que les écolos communistes, voire même RDSE, voudraient le reprendre. On verra bien quel groupe aura sa niche en premier, puisque la répartition des niches au Sénat repose sur un théorème tout à fait obscur, dont je ne saisis toujours pas à ce jour la cohérence. Donc peut-être que ce seront les socialistes qui ouvriront le bal là-dessus et qui reprendront la proposition, sachant que regardez, si vous avez vu, c'est la droite qui était en train de voter le texte. Donc m'est avis que dans l'état actuel,
les groupes de gauche aient pas trop envie de vouloir reprendre, peut-être RDSE à la limite, parce qu'ils ont voté pour l'article 1er tel qu'il a été issu de la commission. Voilà. Donc peut-être que d'autres groupes reprendront ça. Et ça me permet de transitionner tout à fait vers une petite explication de quels groupes ont le droit à une niche parlementaire, que ce soit à l'Assemblée nationale comme au Sénat. La répartition des groupes à l'Assemblée nationale obéit à des règles précises. Déjà, pour former un groupe, vous devez avoir 15 députés à l'Assemblée nationale, 10 au Sénat. Ça là-dessus, tout le monde retombe sur ses bases. Normalement, rien de nouveau. Si je vous l'apprends, tant mieux pour vous. Voilà, c'est toujours des choses qui sont apprises. En revanche, pour savoir qui a le droit à une niche, ça dépend de la composition de votre chambre. Et en plus, ça dépend en fonction de l'Assemblée nationale et du Sénat. Puisque il y a une règle, c'est que le groupe majoritaire n'a pas de niche puisqu'il a la main sur le reste de l'agenda sur l'année partagé avec le gouvernement. Comment on définit le groupe majoritaire ? À l'Assemblée nationale, c'est tout simplement le groupe qui est arrivé en tête, le groupe le plus important, qui va composer un gouvernement. C'est une notion fondamentale, parce que là, à l'heure actuelle, le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale, inscrit de facto, c'est pas le groupe RN, qui compte malgré tout le plus grand nombre de députés. C'est bien le groupe EPR, avec, je crois, 93 députés, il me semble. Or, 93 et des patates députés pour former un gouvernement, c'est pas assez. Donc, pour former votre gouvernement et avoir la majorité soit relative, soit absolue à l'Assemblée nationale, vous appuyez sur d'autres groupes qui vont venir vous prêter main forte et vous soutenir. On appelle ça des groupes minoritaires. À l'Assemblée nationale, il y en a deux. Ce sont les groupes Horizon et les groupes Modem. Ensemble, ils forment donc la majorité de l'Assemblée nationale et les autres groupes sont classés d'opposition. La majorité, c'est donc le groupe majoritaire plus les groupes d'opposition. Comme le groupe majoritaire a la main sur pratiquement l'ensemble de l'ordre du jour, on considère que, droit sacré de l'opposition, que les oppositions et les groupes minoritaires ont le droit à leur niche parlementaire un jour sur la session ordinaire pour pouvoir espérer passer leur projet de loi et donc avoir voix au chapitre sur les travaux de l'Assemblée. C'est pour ça donc que le groupe EPR à l'Assemblée nationale n'a pas de niche parlementaire, mais qu'à l'inverse, le groupe Horizon et Modem ont droit chacun à leur niche puisqu'ils sont minoritaires. Voilà. Au Sénat, comment ça fonctionne ? Là, il n'y a pas de question de je suis au gouvernement, je ne suis pas au gouvernement, puisque le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat, et inversement, le Sénat n'est pas responsable devant le président de la République. Le Sénat fonctionne à peu de choses près, à huis clos. Même si le gouvernement reste responsable un petit peu, avec le devoir de contrôle, devant le Sénat. Au Sénat, c'est plus simple. Le groupe qui a le plus de députés, c'est le groupe majoritaire. Après, il constitue sa majorité avec les autres groupes minoritaires. Hop, c'est réglé. Actuellement, la majorité sénatoriale, c'est donc le groupe LR, le groupe majoritaire, plus le groupe de l'Union centriste, qui est le groupe minoritaire qui vient créer la majorité sénatoriale de cette session-là. Tous les autres groupes sont donc d'opposition, donc CRCEK, GEST, SER, RDPI, Union centriste donc minoritaire, RDSE, il m'en manque un. Ah oui, les indépendants. Voilà, c'est bon. Donc tous les autres groupes sont d'opposition, sauf l'Union centriste qui est, elle, minoritaire. Et donc, c'est pour cette raison-là que les Républicains ont la main sur l'ensemble de l'ordre du jour et que les autres groupes, Union centriste compris, ont le droit à leur niche parlementaire. Voilà un petit peu pour ce point sur qui a le droit. Qui a le droit... Non, en plus, non, il faut pas. Voilà. Pardon, je retire la phrase précédente pour éviter tout quiproquo avec la justice. Voilà. Donc c'était donc mon petit point sur qui a le droit à ces journées d'initiative parlementaire ou pas. Les équilibres vont peut-être changer avec les sénatoriales qui vont venir. Je suis un peu d'accord avec toi, gouvernateur. Un minoritaire au Sénat, ça veut rien dire, surtout en substance. Mais ouais, voilà, on va éviter. Ça veut un peu rien dire en substance, sinon que en fait tu peux quand même soutenir la majorité et avoir le droit à ta journée d'initiative. J'ai envie de dire en fait être groupe minoritaire, c'est un peu le meilleur des deux mondes.
parce que tu as le droit d'influer un peu sur l'ordre du jour, tu as le droit à plus de postes en répartition au sein du bureau, etc. Et en plus, tu as quand même le droit à ta niche parlementaire. Bon, alors, non pas que le fait de ne pas avoir tous les postes, ça vaut une niche parlementaire, en termes de poids des oppositions, mais n'empêche qu'il y a quand même l'idée de, quand tu es minoritaire au Sénat, tu as un peu le meilleur des deux mondes. Voilà. Eh ben écoutez, on va pouvoir s'arrêter pour cette VOD, pour YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Encore une VOD. Non, oui. Non, j'allais dire finalement. En fait, tout à l'heure, vous n'avez pas vu, vous, YouTube, concrètement le fait, mais je suis passé chez Hugo au perchoir, qui était lui aussi dans sa niche au même moment, et puis j'ai un peu fanfaronné en disant que oui, nous au Sénat, c'est rigolo parce que y a pas des rappels constants au règlement, voilà, ça se passe bien, on arrive globalement à aller au bout de l'ordre du jour des niches. Et puis il y a Patrick Caner qui débarque, et puis qui fout le bordel, et à partir de là j'ai perdu le contrôle sur ma niche. Je n'étais plus aux commandes, voilà. Donc ça m'apprendra à fanfaronner vis-à-vis de nos collègues de l'Assemblée nationale. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié cette VOD. Voilà, vous aurez eu pour l'instant 3 VOD qu'on aura fait de niches parlementaires sur lesquelles les débats se sont bien passés, etc. D'un Sénat qui fonctionne bien et qui est dans son rôle. Et puis vous avez une 4e VOD, nique la police, renverse la table, monte sur la table, attention à pas se faire mal. Voilà, plus rien à foutre, tout part à 11 beules. Écoutez, je crois que le Sénat a le droit à son quart d'heure de folie, un peu de temps en temps. On peut leur pardonner. Voilà. Enfin, c'est à vous de décider. Moi, ma décision est prise. Avant de partir, YouTube, n'hésite pas à utiliser ton super pouvoir de la gratuité pour mettre en avant mon contenu et que plus de monde le découvre. Pour cela, tu peux liker, commenter, t'abonner et partager pour encourager l'algorithme et pour que je devienne numéro 1 des tendances YouTube. On y croit. En tout cas, si vous toutes et tous vous jouez les jeux, on pourra y croire de façon très sérieuse. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.